Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent, chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, des partages personnels, de temps en temps aussi pour assister à des lives avec des invités et surtout pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Oh my god, je suis très heureuse de vous proposer cet épisode. Avec l'été caniculaire et sec qu'on a connu, l'urgence climatique a été le sujet de toutes les attentions et de tous les JT. Et toujours ce même traitement médiatique qui a consisté à chercher un coupable, un bouc émissaire ou un fauteur à montrer du doigt les riches, les footballeurs du PSG, les célébrités et leurs jets privés, les riches avec leurs piscines, les riches avec leurs pelouses arrosées et toutes vertes, en pleine restriction d'utilisation de l'eau, les riches qui prennent l'avion, les riches industriels qui se servent de l'eau, qui pompent l'eau de la population. Et maintenant, en plein cœur de l'hiver, ce sont les riches qui ne font aucun effort pour réguler leur consommation d'électricité, de gaz, etc., etc. Alors ce genre de discours, c'est pas vraiment ma came, mais vous pouvez facilement imaginer comme ça a pu, cette façon de voir les choses a pu me déplaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, le constat est sans appel. On peut retourner les chiffres dans tous les sens. Plus on est riche, plus on pollue. Donc je me suis dit qu'il était intéressant que j'ouvre un vrai débat et que je me confronte moi-même à certaines réalités pour enfin, peut-être, commencer à déconstruire mes propres certitudes sur le lien entre la richesse et les problèmes de la planète. Et c'est dans cet état d'esprit que j'ai contacté Arthur Aubeuf au mois de septembre, cofondateur de Time for the Planet, une entreprise commerciale à but non lucratif qui s'est donné comme mission de lever 1 milliard d'euros pour financer l'innovation open source pour la planète. Arthur a accepté d'en discuter avec moi, saluant au passage le courage de ma démarche d'oser poser ces questions au grand jour. Arthur et moi, on est de la même génération. On vient tous les deux du monde des startups, des levées de fonds, des exits, du jargon aussi, des licornes et du fric. Mais force est de constater qu'on n'a pas la même sensibilité à l'argent et pas non plus la même sensibilité à l'écologie à l'heure où on se parle. Alors voici un échantillon des questions que j'avais envie de lui poser et sur lesquelles j'avais moi-même envie de réfléchir. Comment expliquer qu'il y ait une telle corrélation entre la richesse et le fait de polluer ? Est-ce qu'on peut s'enrichir sans polluer ? A-t-on encore besoin des riches sur cette planète ? Doit-on revenir à une société plus égalitaire avec moins de riches et d'ultra-riches ? Peut-on encore trouver du sens au fait de vouloir devenir riche ? Peut-on imaginer une nouvelle façon d'être riche sans être pollueur ? Les riches sont-ils condamnés à être exemplaires aux yeux du monde pour la planète ? Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va prendre de la hauteur. Tout n'est pas plaisant à entendre. Chacun a sa propre sensibilité sur ces questions, à la fois les questions qui touchent à l'argent, mais aussi les questions qui touchent à l'écologie. Et j'ai conscience que cet épisode peut heurter de bien des manières vos convictions et vos valeurs. Je veux vous redire ici mon intention sincère de déconstruire mes propres fonctionnements personnels en espérant que ma propre réflexion, combinée à celle d'Arthur, vous aide vous aussi à mener votre propre déconstruction personnelle si tant est que vous ayez envie de le faire. Sur ce, je vous laisse en notre compagnie. Hello Arthur, comment ça va ? Salut, écoute, ça va très bien, et toi ? Écoute, je suis ravie de te recevoir. Tu sais, quand je t'ai contacté, je t'ai dit, c'est un sujet qui me tient à cœur de traiter. Alors, l'épisode sera diffusé avec un petit peu de décalage, mais c'est vrai que il y a eu, à mon sens, un vrai réveil des consciences encore plus grand. Il y a une marche qui a été franchie cet été sur la conscience écologique collective, avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, avec cette chaleur cet été, les incendies, etc. Et donc, j'ai eu l'idée de cet épisode. J'ai envie qu'on parle
de la planète et des riches. Et moi-même, tu vois, j'ai été surprise de ce que j'ai découvert quand j'ai préparé cet épisode. Puis on a vaguement échangé un petit peu sur le sujet avant. Donc voilà, aujourd'hui, on va prendre un peu de hauteur, toi comme moi, à mon avis, et puis on va parler de la planète du lien entre l'argent, notamment, la richesse et la planète. C'est un sujet dont tu parles de temps en temps, des fois. On t'interroge sur ce sujet-là ou pas? Ça peut m'arriver qu'on en parle, et j'en parle de moi-même quand on me dit, par exemple, que on devrait plus se concentrer pour aller toucher les populations des banlieues avec Time for the Planet, se faire connaître sur d'autres populations, et que je dis, c'est peut-être pas la priorité en fait. C'est peut-être pas à eux d'abord qu'il faut donner la responsabilité de s'impliquer pour éviter que le climat parte en couille, quoi. Ouais, j'ai plein de questions à te poser pour Time sur the Planet, à propos de Time for the Planet, justement. Est-ce que tu peux, pour les auditeurs, commencer par te présenter brièvement, Hmm. même si je l'ai fait dans l'introduction, mais j'aime toujours demander à mes invités de se présenter. Yes, eh ben écoute, je suis un entrepreneur optimiste, comme j'aime me qualifier. Je suis un grand fan de nature, de sport. J'aime jouer de la musique, et je suis cofondateur de Time for the Planet, qui est un grand mouvement citoyen pour lutter contre le dérèglement climatique en déployant 100 innovations majeures contre les gaz à effet de serre à grande échelle et en open source. Voilà, dans les grandes lignes. Alors, c'est drôle parce que tu vois, il y a encore quelques jours, j'aurais dit une énième initiative pour le climat. And so what? Tu vois, on te l'a fait souvent celle-là où tu as l'impression d'être une énième initiative ouais, tu vois. Pas vraiment, parce que Time for the Planet, c'est quand même un truc qui sort un peu du lot par rapport à ce qu'on peut voir, même si toute initiative est utile. Mais enfin, on a l'ambition de rassembler 1 milliard d'euros. Aujourd'hui, on est le plus gros crowdfunding d'Europe, et on a une approche de l'écologie qui est assez différente, puisqu'on est très optimiste, on est très positif. Alors, on a un discours qui se veut pas du tout culpabilisant, on joue beaucoup sur l'humour. Notre slogan, c'est qu'il faut apéroiser la lutte contre le dérèglement climatique. Donc, on est assez différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur l'écologie, et c'est un positionnement qui nous ressemble plus à nous, parce qu'on a des passés d'entrepreneurs, parce que justement, on mise sur l'entrepreneuriat pour être un levier qui nous permette en tout cas, de se mettre au service de l'urgence climatique. Donc non, je l'entends pas souvent, ça. Enfin, je sais pas si je l'ai déjà entendu, pour être honnête. Et il y a un ADN assez jeune dans l'équipe. C'est-à-dire que vous voulez incarner aussi une autre façon d'aborder l'écologie sur une génération qui est plus jeune, mais qui l'aborde sous l'angle de l'entrepreneuriat. Même si Time for the Planet, c'est une association à but non lucratif. Hein. Tu me dis si je me... C'est une entreprise commerciale à but non lucratif. Ok, c'est un modèle d'accord. d'entreprise très bizarre. Mm-hmm. Ok, bah tu vois, alors là tu rentres dans une case hyper singulière, vous avez l'ambition, et tu vois c'est marrant parce que j'ai regardé hier les premiers épisodes du documentaire sur Bill Gates sur Netflix. Dans le cerveau de Bill Gates, ouais. Ouais. Alors quand j'ai préparé cet épisode, il y avait plein de parallèles qui me venaient entre Time for the Planet et la fondation qu'il a créée, et toutes ces activités de philanthropie. Et du coup, je vois collecter 1 milliard. Je me suis dit, ok, on est à peu près dans les bons ordres de grandeur. Faudrait pas moins, faudrait plus. Probablement, mais faudrait pas moins. Faudrait infiniment plus. 1 milliard, c'est juste une toute petite micro-goutte d'eau qui sert juste à faire une démonstration. En tout cas, nous, c'est la vision qu'on en a. Ouais. Mais ouais, j'entends. Et puis ce point de vue sur l'innovation, parce que effectivement, je trouve que ça m'a fait prendre conscience de quelque chose, moi. Tu vois, quand j'ai regardé le site et quand j'ai regardé le documentaire, et en rapprochant un peu les deux approches, je trouve que votre approche elle est intéressante parce que je trouve que dans le discours, on parle beaucoup de l'humain et de son comportement. Et comment est-ce qu'on peut changer les choses à titre individuel. C'est pas qu'il faut pas le faire, c'est que moi j'ai pris conscience aussi que il y avait aussi des enjeux qui nous dépassaient. C'est qu'il y allait avoir besoin de beaucoup d'argent, il y allait avoir besoin de beaucoup d'innovation et de beaucoup d'innovation technologique, et que on est encore un petit peu loin de ces sujets-là, quoi. On est ça se passe dans des couloirs, ça se passe entre gens qui ont de l'argent, entre gens qui font de la philanthropie, mais que je trouve que c'est pas au centre du débat et de ce qu'on discute dans la sphère publique, on va dire. Ouais, médiatique.
Ouais, faut faire hyper attention, c'est hyper dangereux. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs à déconstruire, mais la première chose qu'il faut dire, c'est que la technologie ne sauvera pas du tout l'humanité, en fait. C'est pas du tout un sujet de technologie, c'est un sujet d'innovation. Et l'innovation, ça veut dire faire autrement. Donc c'est très différent entre imaginer que grâce à des innovations technologiques, on est OK, et on n'aura pas à changer nos modes de vie et nos comportements et que notre confort sera pas altéré, et dire on a besoin d'innovation pour accélérer la transition vers des nouveaux modèles justement et presque amoindrer parce qu'il va falloir faire mieux pour faire moins dans plein de choses, moins de déchets, moins de gaz carbonique, etc. Et en fait, ce qui est très important avec ces sujets, c'est que en effet, il y a une double action qui est nécessaire aujourd'hui pour faire la transition. C'est une action individuelle, parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, si tous les humains de cette planète commencent à changer leur comportement, ça change tout, et en fait, ça fait qu'on s'oriente vers un nouveau modèle de société. Mais il y a aussi une action collective qui est hyper importante parce que c'est celle qui permet d'avoir des grands effets sur certains pans de l'économie, sur certains pans de l'industrie pour les décarboner en profondeur et notamment de les restructurer. Et ça passe par l'émergence d'innovation parce que typiquement, je ne sais pas si tu parles de la production de froid, qui est un exemple que nous, on a chez Time for the Planet. Aujourd'hui, tu as besoin de produire du froid dans le monde pour l'alimentaire, pour le biomédical, pour l'industrie. Enfin, tu as des gros besoins de production de froid et ni toi ni moi, on ne peut jouer sur la transformation de la façon dont est fait le froid aujourd'hui, parce qu'il s'avère que le froid est produit avec des gaz HFC, qui sont des gaz des milliers de fois plus nocifs que le CO2 pour le climat. Ils ont un pouvoir réchauffant de plusieurs milliers de fois plus. Et donc ces gaz, les gaz HFC, ils sont indispensables pour faire du froid, et on ne pourra pas dire on arrête de faire du froid par sobriété. On devra réduire, typiquement on peut faire de la sobriété pour réduire les utilisations de climatisation, etc. Mais on ne pourra pas dire j'arrête le biomédical, j'arrête l'alimentaire, etc. Donc ce problème du froid, il faut qu'on le résolve, et la seule façon qu'on a de le résoudre, c'est de trouver une façon de faire du froid sans utiliser ces fameux gaz HFC, qui sont l'équivalent du secteur de l'aviation dans le monde en termes de gaz à effet de serre. Donc notre solution avec Time for the Planet, c'est de dire utilisons aussi les leviers collectifs pour créer un grand pot commun qui nous permette de trouver des innovateurs qui produisent du froid autrement. On les a trouvés, voilà, ils s'appellent Leviathan Dynamics. Ils le font avec quelques litres d'eau en circuit fermé, en consommant 30% d'électricité en moins. Trouver des entrepreneurs pour les aider à déployer cette innovation, parce que eux, c'est des chercheurs, c'est des scientifiques, c'est pas leur métier de faire ça. Investir de l'argent depuis notre pot commun pour aider cette innovation à grandir, etc., etc. Et ça, eh ben, il y a que en faisant partie d'un collectif, comme Time for the Planet et comme plein d'autres, qu'on est capable d'avoir une action qui élargit notre rayon d'action pour le climat, au-delà de ce qu'on peut faire comme geste individuel pour réduire une partie de son empreinte carbone. Donc en gros, tu as une partie de ton empreinte qui vient de réduire la viande, réduire l'avion, etc. Et tu as une partie qui vient de transformer nos modèles de société. Et ça, on peut le faire que avec des actions collectives, politiques, entrepreneuriales, etc. Non, mais c'est là où tu vois, quand tu dis effectivement la technologie ne va pas nous sauver, oui et non, parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Effectivement, tu vois, si je refais le lien avec le documentaire, c'est comment est-ce qu'on peut imaginer un modèle l'assainissement, de collecte des eaux usées, etc., d'épuration de l'eau, qui est moins énergivore, qui nécessite, tu vois, c'est comment est-ce qu'on fait fonctionner notre système différemment. Donc lui, effectivement, son sujet, c'était pour les pays émergents ou les pays pauvres. Mais comment est-ce que nous, on peut réinventer un certain nombre de technologies qui existent? Comment est-ce qu'on peut continuer à produire des meubles en bois? Comment est-ce qu'on peut continuer à produire de l'acier? Comment est-ce qu'on peut continuer à faire ces choses? Parce qu'il y a besoin dans certaines industries, on remplacera pas l'acier comme ça, mais effectivement, de le faire avec d'autres procédés qui nécessitent moins d'eau, qui nécessitent moins d'énergie, comment on traite les rejets de ces industries, etc. Tu vois, et là, il y a quand même un enjeu d'innovation qui est majeur, parce que comme tu dis, il y a certaines innovations dont on se passera pas. Je lisais, tu vois, en préparant, que l'agriculture reste un pôle très polluant dans le monde. Et donc, comment est-ce qu'on nourrit la planète? Comment est-ce qu'on fait évoluer notre agriculture? C'est aussi les modes de consommation, et ça, je suis vraiment d'accord avec toi, parce que si on produit quelque chose, c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui va le manger quelque part dans la planète. Mais on pourra pas se passer d'agriculture. Donc, il y a vraiment un enjeu à la rencontre entre une technologie et un mode de consommation qui doit s'adapter à une nouvelle réalité. Il faut des deux, on est tout à fait d'accord, l'innovation, elle est nécessaire, le GIEC le dit, on n'y arrivera pas sans innovation. Donc, c'est certain.
Maintenant, dans quel paradigme s'inscrit l'innovation? C'est ça la vraie question, et c'est la question du sens. Est-ce que on innove pour faire du toujours plus en se disant, bah, c'est pas grave, on peut continuer d'augmenter notre confort, on peut continuer d'augmenter plein de choses, et du coup, en fait, in fine, on réduira peut-être les gaz à effet de serre si par miracle on trouve des trucs géniaux, mais on continuera de prendre du terrain sur la biodiversité qui va continuer de s'effondrer, on aura de plus en plus de pandémies, et au final, à la fin de la boucle, ça sera jamais positif pour nous. En fait, le sujet, c'est comment est-ce qu'on réapprend à habiter le monde de manière soutenable, et comment est-ce que l'innovation peut nous aider à transiter vers ce nouveau paradigme où on habite le monde de manière soutenable. Et ça, c'est beaucoup plus large que le gaz à effet de serre, puisque ça inclut toutes les questions, comme tu l'as dit, de l'eau, des sols, parce qu'aujourd'hui, les sols, en effet, on estime en moyenne qu'il reste que quelques dizaines de récoltes possibles sur la plupart des sols du monde, parce qu'ils sont tellement flingués qu'ils sont plus capables de donner à manger à l'humanité. Enfin, il y a plein d'autres problèmes comme ça. Et on a 500 000 épées de Damoclès au-dessus de la tête, parce qu'en fait, on ne sait pas se dire que le problème, c'est notre modèle de société, c'est notre façon d'habiter le monde. Et donc, c'est ça qu'il faut questionner. Et ensuite, on met notre intelligence et notre jus de cerveau au service d'un changement de modèle. Si on se dit, on va faire des innovations, on va faire des trucs pour décarboner, machin, mais qu'on ne réfléchit pas à un changement de modèle, malheureusement, on ne sortira pas des crises dans lesquelles on est, et on ne retrouvera pas le confort de pouvoir être serein sur le futur, de pouvoir à nouveau rêver du futur, désirer le futur. Et c'est quand même ça qui est important, je pense, pour tout le monde en premier lieu, quoi. Voilà, c'est c'est ce que je voulais ajouter. Alors, Time for the Planet, pour en parler, pour approfondir un petit peu, pour que les gens vraiment, tu vois, s'imprègnent et comprennent. Time for the Planet, ça a été créé il y a 3 ans maintenant. Ouais, bientôt 3 ans, 2 ans et demi, ouais, bientôt 3 ans, en décembre, 3 ans, tout à fait. Et quel est votre niveau de collecte à aujourd'hui? Ouais, Vous en êtes alors où? aujourd'hui, ouais, tout à fait. Donc, on a levé un peu plus de 12 millions d'euros avec les citoyens. Donc, la première année, on a fait notre POC, on a levé 1 million. La deuxième année, on a levé 6 millions de plus. Et là, on continue d'accélérer pas mal. On espère finir l'année autour de 15-20 millions, parce qu'on commence à avoir des beaux signaux pour des gros investissements. Du coup, on a 67 000 actionnaires aujourd'hui, citoyens, qui sont rentrés dans l'aventure, qui mettent en moyenne 200 euros. L'objectif, c'est aussi de changer de typologie d'investisseurs, maintenant d'aller sur le monde économique un peu plus, avec des plus gros investisseurs, parce que pour aller chercher le milliard, on sait que ça va se passer de manière assez exponentielle, comme c'est toujours le cas, que ce soit dans les communautés, dans les startups de manière générale. Et donc maintenant, on a un peu fait notre proof of concept, parce qu'on a vraiment reçu plus de 1000 dossiers d'investissement, on a investi plus de 8 millions d'euros sur 5 premières innovations. On a démontré que quand on va chercher un entrepreneur, quand on le met dans la boucle, quand on amène la licence libre, etc., en fait, ces innovations, elles grandissent et ça fonctionne. Et tu vois, bah, on parlait de Leviathan Dynamics, depuis qu'on a amené un CEO, ils ont fait x10 sur le chiffre d'affaires, ils ont signé des clients comme Ariane. Enfin, c'est complètement une autre dimension pour eux. Et donc, on a démontré la valeur que Time for the Planet peut avoir pour ces innovations qui ont besoin de franchir une sorte de vallée de la mort, parce que elles sont portées par des innovateurs qui n'ont pas des vrais modèles économiques, qui ne sont pas des entrepreneurs avec des compétences business. En fait, il manque beaucoup de choses Il y a la au-delà de question de l'argent. la production industrielle, c'est qu'il y a beaucoup, Exactement. j'imagine, de phases de recherche, de prototypage, etc. Donc, on est dans les balbutiements. C'est à la mi-chemin. Enfin, c'est vraiment un business d'innovation. Donc, il y a beaucoup de recherche. Donc, c'est à perte au début. Et ensuite, il faut trouver un modèle qui est viable, qui peut se vendre avec des industries qui en veulent et à des prix qui sont relativement attractifs pour que les industriels les adoptent. Faut un taf d'entrepreneur, en effet, pour trouver le modèle économique qui va bien, à les vendre, parce que c'est pas le boulot des innovateurs. Mais en fait, on voit que ces innovations, elles sont tellement importantes que quand il y a un entrepreneur à la tête du truc, en général, ça traîne quand même pas trop à vendre. Et c'était la thèse qu'on voulait valider. Donc maintenant, cette thèse est validée et on a fait 5 innovations. Comment on en fait 100? Bah, c'est tout le sujet pour nous au quotidien. C'est quoi les tickets moyens d'investissement du coup? Alors, donc, vous êtes une entreprise à but non lucratif, c'est ça? On a une entreprise commerciale à but non lucratif. C'est un format d'entreprise qu'on a fait en détournant un paramètre de la loi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans la loi, une entreprise est obligée de faire voter en assemblée générale la distribution de dividendes à ses associés. Et nous, on n'avait pas du tout envie qu'il y ait de distribution de dividendes financiers, parce qu'on a un autre modèle de dividendes qui propose un autre type de performance, et on veut que nos actionnaires s'indexent sur une autre logique de performance. Et pour faire ça, on a trouvé un avocat qui avait encore un peu de cheveux avant de nous connaître et qui nous a dit: il est possible de conditionner la distribution de dividendes à la survenance d'un événement. Et donc, on a écrit dans nos statuts qu'on distribue des dividendes financiers uniquement le jour où la température à la surface du globe sera redescendue à ce qu'elle était avant l'ère pré-industrielle, ce qui risque d'être compliqué dans les 10 000 prochaines années au moins. Et donc ça, statutairement, c'est validé par l'AMF et ça rentre
ça nous permet d'avoir un format d'entreprise un peu spécial. Et on a pas mal de hacks comme ça qu'on a mis en place pour pouvoir créer notre format d'entreprise, parce que nous, on a aussi envie de participer à réinventer les imaginaires autour de l'entreprise, à redonner du sens à l'entreprise et à se questionner sur ce qu'est l'entreprise soutenable demain. Et donc, dans notre forme en tant que telle, c'est là qu'on mène l'expérience qui nous excite peut-être le plus, sur comment on fait évoluer un modèle d'entreprise pour proposer quelque chose qui fasse sens, certes, donc déployer des innovations à impact et structurantes pour décarboner l'économie, mais le tout sans retomber dans un modèle qui, in fine et by design presque, était déjà un modèle qui n'était pas soutenable, quoi. Donc c'est un peu tout l'exercice, quoi. Ok. Et du coup, alors, quand vous collectez de l'argent, ce ne sont pas des dons, du coup? Pas du tout, les gens deviennent actionnaires copropriétaires de Time for the Planet. Donc, à partir de 1 euro, tu peux devenir copropriétaire. Et donc, ils copossèdent l'entreprise au même titre que nous, ce qui leur confère aussi la responsabilité d'en être les ambassadeurs et de l'aider à grandir, quoi. Ok. Et du coup, quand toi, tu utilises ces fonds pour les donner, d'ailleurs, tu les prêtes, c'est On les un investit. prêt, c'est un don, On les tu les investit investis. comme Ok. un fonds, ouais. Donc, Ouais. tu prends des parts de ces sociétés-là quand tu le fais. Ok. Donc, du coup, je deviens indirectement actionnaire des entreprises dans lesquelles vous investissez. Tout à fait. En tant qu'investisseur, j'ai un retour sur investissement Tout quelconque. à fait. Ouais, tu as le Dis-moi tout. dividende climat. C'est un produit extra-financier qu'on a co-créé, notamment avec l'ADEME, avec Carbone 4, avec Net Zero Initiative, avec l'ONU maintenant, UN Climate Change. Et en fait, le dividende climat, c'est une quantité en tonnes de gaz à effet de serre non émis ou captés grâce à ton argent qui travaille au service de ton patrimoine climat finalement. Parce qu'en fait, tu places du patrimoine, tu places de l'argent qui travaille pour ton patrimoine financier. Ça, c'est une mécanique traditionnelle, voilà, contre laquelle j'ai rien, hein, que j'utilise moi-même parfois et que j'ai utilisé. Et tu peux aussi placer ton argent, et c'est nous notre mécanique, au service d'autres types de patrimoine parce que tu as envie d'être fier de certains autres patrimoines. Et donc nous, on propose aux gens de placer de l'argent au service de leur patrimoine climat, puisqu'ils investissent de l'argent dans Time for the Planet. Cet argent est lui-même investi et va se multiplier avec des mécaniques d'investissement traditionnelles dans des entreprises qui sont rentables, donc les innovations dont on parle, qui font des boîtes rentables. Et quand cet argent remonte à Time for the Planet, donc la plus-value, nous, on doit statutairement la réinjecter à 100% pour relancer de nouvelles entreprises. Et donc, quand vous placez de l'argent chez Time for the Planet en tant qu'actionnaire, votre argent est multiplié par cette mécanique tous les ans et il travaille non pas au service de votre enrichissement financier, mais au service de votre patrimoine climat, c'est-à-dire des tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées grâce à la mécanique que vous avez mis en place avec Time for the Planet de travail de votre argent. C'est ça, c'est toute l'idée. Et donc ça, c'est un certificat qui est valide, qui rentre dans les référentiels aujourd'hui européens et demain internationaux, et qui dit, par exemple, aujourd'hui, on sait que il faudrait être à 2 tonnes de CO2 par individu et par an pour éviter que la machine climatique s'emballe et parte en couille. Et la plupart des gens, la moyenne française, c'est 9 tonnes aujourd'hui. La plupart des gens vont pouvoir commencer à réduire avec des actions individuelles, descendre à 4 tonnes, 5 tonnes, ça se fait. Pour descendre à 2 tonnes, c'est vachement plus compliqué. Donc là, il faut aussi actionner d'autres types d'actions, des actions collectives. Et nous, on peut proposer aux gens de recevoir le certificat tous les ans de, voilà, grâce à toi, 1000 kilos de CO2 n'ont pas été émis ou captés cette année parce que tu as placé ton argent au service de ça, de l'atteinte de la neutralité carbone à l'échelle mondiale. Et alors c'est marrant parce que tu vois en fait pour moi dans ma tête c'est vraiment un don, donc j'imaginais même pas avoir un retour en termes de dividendes, mais c'est hyper intéressant comme notion. Par rapport à ton capital, donc j'imagine comme tout investissement il y a un risque de perte en capital sur ce que tu as du coup investi à la base. Éventuellement tu peux le revoir un jour ce capital ou pas? Ouais. Ouais, il y a deux choses. La première, c'est qu'on propose de récupérer ton investissement à 10 ans, puisqu'en fait, si le pari de Time for the Planet est réussi, tu auras placé de l'argent, tu auras fait un prêt à Time for the Planet qui aura servi à créer des boîtes qui seront devenues rentables, viables, qui auront grossi et qui auront donc généré beaucoup plus d'argent que l'argent investi initialement. Donc, soit nous, on fera des exits, soit elles seront profitables et on continuera de toucher de l'argent qui remonteront de ces boîtes. Donc, la mise initiale nous aura servi à lancer la machine, mais à un moment, potentiellement, on n'aura plus besoin de réinjecter de l'argent et ça suffira parce qu'on aura suffisamment de participations qui fonctionneront bien. Donc ça, c'est le modèle idéal pour nous, où dans 10 ans, les actionnaires qui le souhaitent
viennent nous voir, et c'est ce qu'on propose aujourd'hui dans nos statuts. Et si on le peut, et si Time for the Planet est en mesure de racheter leurs actions, on rachète leurs actions au prix initial. Donc, il n'y a pas de rentabilité. Ils auront fait un prêt à taux zéro, mais ils l'auront fait pour pouvoir permettre de fabriquer un patrimoine climat qui est important. Et ça, on trouve ça canon. Et après, nous, notre Tu dis vision... à l'horizon alors un horizon 10 ans, c'est ça? Exactement, à 10 ans par rapport à la date de création de Time, donc en gros 2030. Ok, d'accord. C'est un peu l'idée qu'on a et qu'on aimerait. Mais moi, aimerait si j'investis là en 2022, dans 3 ans, si j'ai besoin de mon capital, et on est d'accord qu'il est bloqué. Il est bloqué. Je peux pas disposer de mes liquidités comme ça. Ok, tout très clair. Et après, on a une autre. Pardon, excuse-moi. Non, mais je t'ai interrompu. Tu m'as dit que vous avez un autre mécanisme de. En fait, on a envie de proposer une autre mécanique qui est de dire le dividende climat, tu peux pas le vendre parce que c'est un dividende, ça se vend pas. En revanche, tu peux vendre tes actions Time for the Planet. Nous, on continue d'émettre des actions à 1 euro tout le temps, mais si tu as envie de vendre tes actions à quelqu'un qui a envie de te les acheter, il n'y a pas de problème. Et donc, aujourd'hui, on pense que on va aller vers un monde qui va de plus en plus indexer la performance financière à la performance climatique, la performance environnementale de manière générale. Et donc, plus les actions que tu possèdes d'une entreprise sont vertueuses et nous aident à sortir de la merde, plus elles valent cher. Eh ben, c'est ce qu'on a envie d'amener aussi avec le dividende climat en disant, si tu possèdes des actions de Time for the Planet que tu as achetées en 2020, ces actions ont permis de créer 3 boîtes que n'ont pas permis de créer tes actions que tu as achetées en 2021, l'année d'après, puisqu'il n'y avait pas encore ces... Voilà. Et donc, celui qui vient acheter des actions qui arrivent à la ramasse en 2028 et qui a besoin de décarboner de manière importante ou qui a envie d'avoir de l'impact climat, eh ben lui, potentiellement, il va racheter plus cher tes actions de 2020, qui sont beaucoup plus chargées en dividendes climat, que les actions que nous, on continuera de lui vendre toujours à 1 euro l'action et qui ne lui permettront pas de bénéficier des dividendes climat de toutes les années précédentes. Et donc ça, c'est plus dédié aux corporates, aux grands groupes, etc. Mais on pense que ça serait très vertueux si on arrivait à proposer une sortie comme ça aussi et à structurer un marché secondaire. Et c'est des choses sur lesquelles on commence à réfléchir pour récompenser ceux qui ont eu en fait une prime au courage, quoi. Ceux qui ont été dans les premiers à dire moi, je crois que nous devons aller vers un modèle post-capitaliste dans lequel la performance financière est directement indexée à l'impact qu'elle a sur le monde, en fait. Ouais, c'est pas évident comme modèle parce qu'effectivement, se dire que si j'arrive tu vois, en 2028, comme tu dis, ou même en 2025, peu importe, et dire ok, j'ai le choix entre acheter de nouvelles actions à 1 euro ou racheter en fait sur un marché secondaire, sachant que quand je rachète des actions, si de fait, comme je les achète plus cher, elles font augmenter le niveau de collecte. C'est un marché secondaire, donc ça fera pas augmenter le niveau de collecte. C'est plus pour dire, je suis une entreprise. On est en 2028 et en fait, j'ai fait mon maximum pour me décarboner, mais je me rends compte que 90% de mes émissions de carbone, et c'est très, très, très largement le cas dans plein d'entreprises, ça vient de ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire les émissions qui ne me concernent pas, celles dont je dépends parce qu'aujourd'hui, le monde est organisé d'une manière qui fait que je suis obligé d'émettre des gaz à effet de serre dans mon activité pour rester vivant. Et ben, c'est la ligne 15 du scope 3. C'est la ligne la plus dangereuse de toutes les entreprises parce qu'en fait, la seule façon qu'ils ont de décarboner cette ligne-là, c'est justement d'investir dans des choses qui contribuent à l'atteinte de la neutralité carbone à l'échelle mondiale pour que notre modèle entier se restructure et se décarbone. Oui, mais et là où ça pose problème... Du coup, en réalité, je contribue pas plus en achetant une action à 1 euro qu'en achetant une action à 8 euros. Tu vois, et effectivement, tu me l'as rappelé et t'as raison. Comme c'est un marché secondaire, c'est le vendeur de son action qui, lui, touche les 8 euros en réalité. Oui, mais tu contribues plus dans le sens où tu rattrapes ton retard parce que tes actions sont beaucoup plus chargées en dividendes climat qui va rentrer dans justement ton bilan carbone et donc qui va te permettre de rattraper un peu le retard que tu as et de montrer un peu plus patte blanche au monde en disant aujourd'hui j'arrive pas à me décarboner plus que ça, mais j'alloue des ressources à ma décarbonation en achetant des actions qui donnent droit à du dividende climat suffisamment pour être dans les clous. Et donc, ça enrichit le premier mec qui, lui, a eu une prime au courage ou en tout cas qui s'est dit moi, je crois à ce type de modèle. Et ça permet à celui-là de ne pas se prendre des amendes de malade ou en tout cas de montrer qu'il s'implique pour le climat avec les ressources qu'il a et notamment l'argent. Alors, je pense que ce que j'ai pas bien capté, c'est la valeur de ce dividende climat. Dans le sens où, non pas la valeur monétaire et financière, mais est-ce que c'est une mesure, je ne sais pas comment appeler ça, mais est-ce que c'est
une valeur qui a une existence tu vois, générale. Ouais, c'est pas juste tu vois, entre guillemets, la lubie de Time for the Planet, c'est quelque chose qui est susceptible d'avoir un jour une ligne dans les bilans comptables, c'est susceptible de rentrer dans des critères de fiscalisation. Voilà, ok, donc c'est pas quelque chose que vous avez inventé parce que c'est sympa, là, genre un peu un badge, tu vois, t'as le badge du gentil pollueur, tu vois, c'est ok, moi j'ai cru que c'était un petit peu là, ok, c'est sympa, c'est une jolie récompense. Alors, mais... tu fais bien d'en parler parce que c'est en fait la genèse du truc, c'est l'ADEME, donc l'Agence française de la transition, avec qui on discutait, qui nous disait aujourd'hui il y a un trou dans la raquette. Quand je possède 10% d'une entreprise comme Airbus, j'ai dans mon bilan carbone 10% des émissions de CO2 d'Airbus, donc c'est normal, il y a une double comptabilité, mais à la limite c'est une bonne chose. Par contre, si je possède 10% d'une boîte qui décarbone comme Time for the Planet, non seulement je ne récupère pas 10% de la décarbonation liée à mes participations dans cette boîte, mais en plus je récupère malgré tout l'impact négatif de Time for the Planet, qui a quand même des locaux, des salariés qui se déplacent, etc. Et donc, c'est désincitatif d'investir dans la transition aujourd'hui et de flécher l'investissement. Et comme nous, on était un cas d'école intéressant pour eux, parce que mouvement citoyen, à partisans, etc., eh ben, ils se sont dit, venez, on co-construit ensemble un outil qui sera un outil qu'on va essayer de faire standardiser à l'échelle internationale et qui permette de valoriser les investissements dans la transition pour des entreprises, des corporates, des fonds, etc. C'est ça l'origine du dividende climat. Et donc, en mettant plein d'acteurs autour de la table, et notamment l'ONU, etc., on a créé une association, pour le coup, c'est vraiment le cas, Climate Dividend, qui est portée par une CEO externe qu'on a recrutée. Nous, on est dans les membres permanents du board de l'association Climate Dividend. Et aujourd'hui, le Climate Dividend est dans le référentiel Net Zero Initiative, qui est celui qui fait référence en Europe. Et donc, il est accepté et validé, et il a une vraie valeur extra-financière dans les bilans aujourd'hui en Europe. Et le but, c'est qu'il le soit partout dans le monde. Par contre, attention à ne pas confondre avec un crédit carbone. Nous, il a été vraiment conçu main dans la main avec des acteurs comme l'ADEME, Carbone 4, etc., pour que justement ce soit un produit anti-greenwashing. Et donc, c'est pas je pollue et je peux compenser pour me laver les mains et dire regardez, en fait, je suis pas pollueur et tout va bien et je suis un gentil pollueur, comme tu dis. C'est je pollue, j'ai pas le droit de camoufler ça et tout le monde voit à quel point je pollue. En revanche, à côté, voilà les efforts que je fais pour participer à l'atteinte de la neutralité carbone à l'échelle mondiale et voilà les ressources que j'alloue indépendamment de ce que je pollue pour pouvoir mettre la main à la pâte avec plein d'autres gens et accélérer la transition. Ce que tu veux dire, c'est que le crédit carbone, c'est un bonus-malus. C'est-à-dire ça se compense et finalement, tu vois pas, alors que là, avec le climate dividend, tu vois ce qui est négatif, tu vois aussi ce qui est positif et aussi éventuellement, comme tu disais, dans cette logique de il y a une limite à ce qu'on peut faire dans la réduction du négatif, mais en tout cas, on peut contribuer à du positif, mais à côté. Et ça, l'un ne remplacera pas l'autre. C'est ça l'idée. Ok, cool. Oui, c'est en fait, si tu veux, une compagnie pétrolière pourrait être neutre en carbone aujourd'hui, si elle le souhaitait. Elle achète des crédits carbone pour couvrir entièrement son activité et elle dit on est neutre en carbone, YOLO, tu vois. En fait, le climate dividend a été pensé pour que ça ne puisse pas se passer comme ça, en fait. Je reviens à tu disais quelque chose tout à l'heure, tu disais ok, au début on a commencé par la collecte citoyenne et aujourd'hui on commence à aller alors à mon avis vous commencez pas, vous avez déjà commencé un petit peu, mais tu vois, on va de plus en plus aller chercher des contributeurs économiques ou pas que, citoyens éventuellement, mais qui ont les moyens de contribuer à un autre niveau que le 200 € en moyenne dont tu parlais. C'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte des niveaux d'argent qu'il faut pour avoir un réel impact. Alors moi, j'en ai pris conscience dans le documentaire hier. Il faut dire que Bill Gates, il avait pour but d'éradiquer la diarrhea, la diarrhée, enfin la mort infantile parlons la contamination de l'eau par les sels, donc l'assainissement, éradiquer une maladie entière de la surface de la planète. Donc effectivement, c'est plusieurs milliards d'euros qu'il a investi dans ces chantiers-là. Et c'est qu'un chantier, éradiquer une maladie de la surface de la planète. Enfin voilà, c'est assez impressionnant. Donc, est-ce que vous avez imaginé au début faire vivre Time for the Planet avec uniquement la collecte citoyenne, ou est-ce que ça a toujours été dans votre idée d'aller chercher aussi des contributions plus importantes? Et je suis assez curieuse de savoir chez qui vous allez les chercher justement. Est-ce que c'est à nouveau le citoyen, mais vous allez taper les millionnaires, les multimillionnaires et les ultra riches,
ou est-ce que, sachant que les ultra riches en général sont pas ultra riches comme ça, en général sont aussi des professionnels, ils ont des entreprises, etc. Ou est-ce que vous allez chercher des entreprises qui peut-être, je sais pas, et de quel calibre vous les visez? Est-ce qu'il y en a qui sont pas aujourd'hui, qui échappent un peu aux mailles, qui font rien aujourd'hui, qui aimeraient mais qui font rien, et qui sont ces entreprises du coup? Donc depuis le début, on compte sur les citoyens parce que c'est les citoyens, c'est les humains en fait qui font que les institutions peuvent mettre la main au pot et pas l'inverse. En fait, les personnes morales n'ont pas de cœur et en fait, on parle d'un sujet qui fait appel au bon sens d'abord et avant tout. Et en fait, on ne résoudra pas la transition en étant déguisé en calculette et en calquant sur les standards actuels, malheureusement économiques, parce que ces standards sont biaisés un peu dès le départ. Donc c'est assez compliqué comme problématique. En effet, c'est même pas un calcul de combien de milliards il faut pour résoudre la transition, parce que même cette question ne fait pas sens. En fait, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer le modèle économique dans sa globalité au niveau mondial pour tomber sur un modèle économique qui soit soutenable. Si tu veux, c'est un peu comme un mec qui vend du crack et qui se dit combien il faut que je distribue de Doliprane pour que tout le monde aille bien. En fait, il faut que tu arrêtes de vendre du crack, mec. Et c'est ça toute la complexité de ce monde et on est tous inscrits dans ce monde-là. Moi, le premier, et c'est ça qui est encore plus important, c'est qu'il faut qu'on accepte qu'on est imparfait et qu'on aura tous un pied dans le vieux monde et un pied dans le nouveau monde pendant un certain temps et qu'il faut accélérer le plus possible la transition d'un monde à l'autre. Maintenant, pour les nouvelles entités qu'il faut qu'on arrive à faire rentrer chez Time for the Planet, c'est l'ensemble du monde économique en fait. C'est les grands groupes, c'est les fonds d'investissement, c'est les gouvernements, c'est le monde économique dans sa globalité qui pourrait nous aider à vraiment accélérer maintenant qu'on a fait notre preuve de concept entre nous, entre citoyens, en disant ok, ce que vous avez fait à une petite échelle avec quelques millions d'euros, je vous aide à le faire à une très grande échelle avec des centaines de millions d'euros. Est-ce que ça arrivera? Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, on discute avec beaucoup de grands groupes. Il y en a plein qui échangent très volontiers avec nous. On rencontre les PDG de plein de groupes du CAC 40 et autres. Ces gens-là sont très sympas. Ils comprennent très bien ce qu'on fait. Maintenant, est-ce que leurs structures auront la capacité ou même la créativité presque administrative de démontrer qu'elles peuvent faire d'autres types d'investissements, qu'elles peuvent croire à d'autres modèles et miser sur d'autres possibilités pour le futur? La réponse dans quelques mois, hein. Franchement, c'est un peu c'est un peu le sujet, quoi. Tu crois pas au modèle de la philanthropie? Si, bien sûr, il est génial ce modèle. J'y Parce que crois à 100%. du Ouais. coup, est-ce que ces gens que tu vas chercher, tu vois, ces PDG de grands groupes, est-ce que tu penses qu'ils peuvent le faire autrement que parce qu'ils ont une quelconque incitation, parce qu'ils ont un dividende climat qui va alléger, enfin voilà, qui va faire bien sur leur bilan RSE, qui se communique bien, etc. Tu vois, est-ce que tu crois que des gens, et là on va rentrer aussi dans le sujet de la richesse et de l'ultra richesse, tu vois, on parle de boîte du CAC 40, c'est toi qui m'as dit, euh, boîte du CAC 40, est-ce qu'elles ont pas 1 million d'euros par an à dédier à ces sujets de philanthropie parce qu'elles n'ont pas la vocation à les traiter en interne? euh, la question est ouverte. En fait, si, je pense qu'elles les ont. Aujourd'hui, le seul truc, c'est que le modèle que nous, on propose, eh ben, il rentre pas vraiment dans les cases habituelles de l'investissement. Et donc, ça demande une créativité et en tout cas un certain courage pour pouvoir se positionner sur ce type d'investissement-là. Euh, la philanthropie, c'est bien rodé, c'est des mécaniques qu'on a l'habitude de voir, mais c'est pas forcément ce que nous, on souhaitait faire de base. Et nous, on voulait vraiment avoir un tout cohérent avec l'expérience Time for the Planet de manière générale. Donc, du coup, on rentre pas dans ces cases-là. Ok. Ce que tu dis, c'est que la philanthropie pure, c'est du don. Et le don est très bien classifié. Voilà, on sait, les entreprises savent très bien. En plus, elles ont jusqu'à un certain niveau, elles ont des avantages fiscaux en fonction de la nature de l'entreprise à laquelle elles font des dons, un peu comme le particulier citoyen, hein, il a des avantages à faire des dons, etc. Donc l'entreprise, c'est pareil. Et là, en réalité, c'est ça qui est gênant pour eux. C'est le fait qu'elles aient pas les contreparties associées. Normalement au don, elles se disent pourquoi je mettrais 1 million chez Time for the Planet alors que je peux mettre 1 million de dons dans plein de causes qui sont tout à fait valables. Tu penses que c'est un peu cynique quand même, ou est-ce que la complexité administrative dont tu parles est pas un peu une excuse pour ne... Ça veut pas dire qu'elles font rien, c'est 1 million, ils vont ailleurs, mais... Non, non, en fait, c'est plus le fait que pour l'instant, on est très jeune, qu'on vient de faire notre preuve de concept et que
je pense que c'est maintenant qu'on va avoir les vraies réponses concernant la capacité du monde économique à faire ce pas de côté. Je crois pas que ce soit une histoire bon bah il y a la défisque dans le don, etc. Mais c'est juste que ça rentre pas dans les cases administratives de ceux qui s'occupent de ces trucs. Tu vois, t'as ni défisque ni ROI, donc du coup ça les perturbe un petit peu. Mais en revanche, nous ce qu'on propose, et c'est pour ça qu'on le fait comme ça, c'est un modèle qui puisse avoir vraiment de l'impact, en tout cas de manière exponentielle d'année en année, et on l'a calculé pour qu'il puisse être le plus important de ce côté-là. On a essayé de l'imaginer de A à Z pour qu'il soit le mieux possible en termes d'impact, et c'est pour ça que c'est un modèle qui est un peu particulier. Mais honnêtement, je sais pas encore si ce monde-là va y aller ou pas, et je sais pas pourquoi il irait pas, puisque je dois d'abord savoir s'il va y aller ou pas. C'est un peu le truc. Et je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant, mais est-ce que vous avez une thèse d'investissement? Est-ce que parmi toutes les problématiques qui concernent le climat, est-ce que vous dites, OK, on a envie de se concentrer sur 2, 3, 4, 5 sujets parce qu'on pourra pas tout faire, et ça rend aussi, tu vois, ça clarifie aussi la mission auprès justement de ces investisseurs qui se disent, OK, ben en fait, si je mets tous mes moyens là-dedans, on a une chance d'arriver à ce résultat, 3 petits points, et il y a une réponse concrète derrière. Comme éradiquer la polio, etc. Tu vois, il y a vraiment un truc de, OK, moi, je vais donner mon argent à ça parce que je sais où ça va aller, et pas un petit peu à droite, à gauche, avec ce sentiment de, est-ce qu'il y aura une certaine efficacité? Est-ce qu'on est capable de concentrer nos efforts ou pas? Ouais, complètement. On a carrément une thèse d'investissement. Elle est dispo sur notre site. C'est les 20 problèmes, on les appelle. En fait, aujourd'hui, le GIEC et les consensus scientifiques te disent qu'il y a majoritairement 20 problématiques majeures à résoudre si on veut réussir la transition. En fait, ces 20 problématiques, on les retrouve facilement puisque ça repart des 5 secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde. Donc, on est en fin de journée, mais il y a le bâtiment, l'agriculture et les forêts, tu l'as très bien dit, l'industrie, les transports et la production d'énergie. Et après, il y a 4 sous-axes qui viennent faire la matrice des 20 problèmes. Ouais. Tu as le zéro émission, tu as l'efficacité énergétique, tu as la captation et tu as la sobriété. Et donc, quand tu prends ces 5 secteurs et ces 4 axes d'action, tu te retrouves avec 20 problématiques qui sont des problématiques cruciales en fait et qu'on doit absolument résoudre si on veut faire la transition. Donc nous, notre thèse d'investissement, c'est un bingo. C'est, vous voyez toutes ces cases, faut qu'on ait des trucs dans toutes ces cases et c'est pour ça qu'on fait 100 innovations parce qu'aujourd'hui, en gros, dans le bingo, il y a 20 problèmes. Si on veut se donner au moins une chance qu'il y ait une boîte qui ait fonctionné dans au moins toutes les cases, il faut qu'on ait bien complété le bingo et qu'on ait des jetons, au moins plusieurs jetons dans chacune de ces cases. Donc c'est ça la thèse d'investissement de Time. Très clair. Écoute, on va transitionner un peu vers ce sujet de... Non, parce que du coup, on parlait de tes cibles aujourd'hui, ce sont les gens qui ont vraiment plus d'argent, donc c'est-à-dire le monde économique, comme tu disais. Et c'est les riches. Parlons des riches. Pardon, des riches, à partir de quand on est riche déjà? Eh ben, écoute, c'était une de mes questions, mais pas tant parce qu'on peut en débattre toi et moi, mais c'est pas ton. Je trouve que l'intérêt c'est pas d'avoir forcément mon opinion et ton opinion sur le sujet, mais c'est plus que les études sont très claires sur le sujet. On n'est pas tous concernés de la même manière par la pollution. C'est-à-dire vraiment, hein, qu'on prenne que la France, qu'on prenne d'autres pays, qu'on prenne, etc. Plus on a de l'argent, plus on pollue. C'est très clair, à tous les niveaux. Évidemment, quand on commence à parler des ultra riches, les multimillionnaires et les milliardaires, c'est exponentiel la différence qu'il y a entre la catégorie d'avant et les ultra riches. Mais on voit ça à tous les échelons. Et du coup, je me suis dit, OK, comme on est de toute façon toujours à peu près le riche de quelqu'un, il y a vraiment Et je trouve que c'était flagrant cet été, le discours avec le PSG et ses déplacements en avion, les jets privés des stars, etc. Enfin, je regarde pas énormément la télé, donc j'ai même pas vu le florilège des reportages qu'il y avait sur ce sujet-là. Mais il y a vraiment une tendance à... Et moi, je le vis aussi, c'est-à-dire des fois, quand je partage des choses, on me dit « Ah, t'as pris le train ?» Non, j'ai pas pris le train. C'est ultra culpabilisant, tu vois, à mon niveau aussi. Parce que je suis le plus riche de quelqu'un, en fait. Et donc, je suis le pollueur de quelqu'un. Et c'est vrai que cette thématique, elle me travaille beaucoup, en fait.
voilà. Donc du coup, je sais pas s'il y a une question derrière ça, s'il y en aura forcément, mais comment on fait pour aborder cette question et sortir du pointer le doigt, quoi, tu vois, de c'est ta faute, si on est dans cette situation, c'est à toi de faire quelque chose, arrête de faire ci, arrête de faire ça. D'autant plus que, voilà, on va parler après, mais le sujet est bien plus complexe que je prends des jets privés. Le riche prend des jets privés. C'est bien plus complexe que ça. Ouais. Bah déjà, bravo d'aborder ce sujet et de te remettre en question et de te poser des questions, parce que je crois que c'est la première étape et la plus courageuse et la plus importante. C'est pas évident à faire et en effet, c'est chouette que tu arrives à le faire dans ton podcast en public. Je pense qu'on passe tous de toute manière à un moment ou à un autre par une déconstruction, une remise en question de certains trucs. Elle arrive plus ou moins tôt en fonction de nos environnements, de nos stimuli, de plein de choses. Moi, ce qui me semble extrêmement important dans ce que tu as dit et extrêmement vrai, c'est que je ne crois pas qu'on y arrivera en étant moralisateur et en acculant les gens. Et enfin, je crois que ça ne fonctionne pas comme ça, le cerveau humain. Et je pense qu'on a bien sûr besoin de faire réaliser aux gens l'urgence de la situation et qu'il faut des gens qui sont capables de le faire, mais qu'il faut aussi, dès qu'il y a la moindre intention sincère, ne serait-ce que de s'intéresser au sujet, eh ben l'encourager, la saisir et en fait tendre la main. Et donc, je pense que ça ne nous sort pas du problème d'être toujours en train de moraliser ou d'acculer les gens. Pour autant, si la question est juste chouette, t'as pris le train en espérant que tu l'aies pris de manière joyeuse et positive, sans essayer de te dire c'est un scandale, t'as pris l'avion ou quoi, je pense que ça va. Mais en effet, on voit une espèce de course à la perfection et j'ai peur que la pureté militante qui n'existe que dans certains esprits, parce qu'en fait, elle n'existe pas. Personne n'est parfait et personne ne peut l'être dans un système qui n'a lui-même pas fait sa mutation. J'ai peur qu'elle soit très souvent plus contre-productive qu'autre chose. Donc, je suis assez d'accord sur le fait qu'il va falloir d'abord inviter avec bienveillance un maximum de gens à réaliser l'ampleur des enjeux. Et pour autant, ça va faire mal parce que c'est difficile de réaliser l'ampleur des enjeux aujourd'hui sans se prendre une gifle. Donc, dans tous les cas, ça va piquer et ça pourra pas être indolore de comprendre. Mais justement, ça va tellement piquer qu'il faut vraiment qu'on s'accompagne, qu'on se montre que on est tous ensemble et que on va se bouger le fion ensemble en s'encourageant pour faire la transition. Moi, c'est vraiment la vision que j'ai. C'est pour ça qu'on choisit d'accueillir tout le monde chez Time for the Planet parce qu'on pense vraiment très sincèrement que c'est la meilleure façon de se mettre en action aujourd'hui et que en fait l'écologie sous sa forme depuis quelques années maintenant n'arrive pas vraiment à emmener la masse, même si ça commence. Ce qui a tendance à plus emmener la masse, c'est les claques en fait. C'est les claques qu'on se prend parce que le climat est en train de vraiment partir en live. Donc je pense qu'on a vraiment besoin, au contraire, d'inviter les gens à s'y intéresser de manière positive et presque de manière joyeuse. Hein. Enfin, c'est pour ça que nous, notre slogan, c'est apéroiser la lutte contre le dérèglement climatique. C'est que je pense que les gens ont besoin d'être invités. Maintenant, tu as tout à fait raison sur les riches et on peut en parler. Et je me considère comme riche. Donc, tu vois, enfin, j'ai vendu une boîte, j'ai touché quelques centaines de milliers d'euros. Je pense que c'est pas le cas de beaucoup de gens d'avoir plusieurs centaines de milliers d'euros sur un compte, même si j'ai acheté un appart depuis, etc. Mais voilà, je pense que c'est important qu'on réalise que le vrai problème, c'est pas les riches, les pas riches. Ça, c'est un truc dont on sortira jamais. Le vrai problème, c'est les codes de la réussite qu'on a aujourd'hui. C'est les codes du succès qu'on a aujourd'hui. C'est les objets de fantasme qui sont liés à la culture qu'on développe et qu'on entretient. Et tout ça, mis bout à bout, ça fait un modèle de société qui est complètement pas soutenable, qui amène beaucoup de problèmes de santé mentale, de sens et tous les problèmes qu'on est en train de comprendre et d'avoir aujourd'hui. Et je pense que même s'il n'y avait pas d'urgence climatique, même si on ne faisait rien à la planète aujourd'hui, et si tout allait très bien et que tout était soutenable dans ce modèle, il y aurait quand même une révolution pour le faire changer, parce qu'il effondre complètement la santé mentale des gens et que psychologiquement, il n'est pas tenable. Donc, le problème aujourd'hui, c'est pas d'être riche ou pas riche. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est tous, à tous les niveaux, dans un truc qui veut qu'on soit le parfait agent économique au service d'un maximum de production et de consommation et au service d'une productivité la plus importante possible. Ça, c'est un problème de société qui est important, puisqu'aujourd'hui, que tu aies 10 euros ou 10 milliards, tu es toujours amené à être le même agent économique le plus tourné vers la consommation possible. Notre monde entier est quasiment uniquement tourné là-dessus, notre monde humain. Nos loisirs, en fait, ils sont là surtout pour qu'on consomme et qu'on génère du PIB. La plupart des
produits et des services qu'on nous propose sont là pour que on consomme. Et en fait, la réalité, c'est qu'on n'a pas créé un modèle sur nos besoins, nos désirs, ce qui nous fait profondément du bien à moyen et à long terme. On a créé un modèle sur comment on fait grossir le PIB. Et donc ça, c'est le problème. C'est pas les riches ou pas, parce que les riches et même les ultra riches sont autant, si ce n'est encore plus, victimes de cette culture de la productivité et de cette culture de l'humain agent économique, de l'homo economicus. Et en fait, on est tous des victimes de ça. Donc, il n'y a pas de différence entre un milliardaire et presque un pauvre, parce qu'on se prend tous autant tarif de ce côté-là et on est tous autant victimes. Maintenant, la différence, c'est qu'en effet, plus tu es victime de ça, donc plus tu consommes des produits, des biens, des services qui font ce monde et qu'on nous vend en permanence, plus tu pollues, parce que c'est sûr que ça a un impact sur la planète, ça consomme plus de ressources, plus de matériaux, ça relâche plus de gaz à effet de serre, etc. Je sais pas si je suis clair, c'est pas évident à expliquer, mais... Si, mais de toute façon, c'est pas évident, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai essayé d'approfondir alors, ok, donc comment on mesure ça, qu'est-ce qui est pris en compte, tu vois, qu'est-ce qui ça, c'est les jets privés, c'est les yachts, c'est les mecs qui arrosent leur pelouse en plein été, enfin c'est quoi c'est quoi le délire, tu vois, qu'est-ce qui fait qu'effectivement il y a une pollution qui est plus importante. Et en réalité, ce que j'ai compris, c'est qu'aussi dans les études, il y avait le mode de consommation. On peut comprendre que plus on a d'argent, plus on consomme, donc forcément, il y a les produits qui viennent de plus loin. Il y en a plus, de toute façon, on en consomme plus, donc forcément, il y a un impact. Mais il y a aussi, et ça m'a passionné, c'est le patrimoine pollueur. Qui rentre dans les de ce que j'ai compris, c'est assez énorme. En tout cas, et plus on est riche, plus c'est pas tant notre mode de consommation qui va créer l'impact carbone. En réalité, c'est le patrimoine et notamment notre argent. C'est où il est placé. Donc en fait, ça s'est pris en compte. Alors en fait, ça va hyper loin. C'est-à-dire que je suis riche, où est placé mon argent et comment je le crée aussi. Donc si je suis riche, notamment industriel, en général, les ultra riches sont pas riches en ayant attendu dans leur fauteuil. Les ultra riches sont riches parce qu'ils ont créé des entreprises, parce qu'ils ont fortement investi dans les entreprises, voire multi-entrepreneurs, etc. Donc il y a à la base cette entreprise que j'ai créée, qui a créé autant de richesses et qui fait partie de cet ancien système, qui n'est pas forcément dans la vertu absolue. Et puis, il y a mon système financier, comment j'ai placé mon argent, et où est-ce que ça va, dans quelle industrie, est-ce que ces industries qui fossilisées, etc., etc. Et ça, c'est une énorme partie du calcul, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, ce que moi j'ai compris, c'est que si ces gens-là qui avaient beaucoup d'argent n'investissaient pas via des fonds ou pas dans ces boîtes-là, en réalité, ça financerait pas toute cette économie. Donc, en finançant l'économie par leur argent, on finance aussi et ça crée, on crée indirectement des effets de serre. Donc, il y a ce qu'on fait directement et ce qu'on fait indirectement et tout ça est pris en compte dans ces calculs et en réalité, c'est finalement une grande partie de notre pollution et assez indirecte. Tout à fait, c'est hyper important que tu en parles. En fait, c'est encore une fois, et ça rejoint ce que j'essayais de dire juste avant, les 1% les plus riches du monde aujourd'hui, et je pense que j'en fais partie, enfin tu vois, ou même presque on en fait peut-être beaucoup, on est peut-être très nombreux à en faire partie, ça va très 1% vite. de France peut-être, mais du monde non, je pense que t'en es loin. Regarde en nombre d'individus, on est 8 milliards, divise 8 milliards par 100, ça fait quand même du monde, hein. Tu vois, ça fait beaucoup de monde. Et donc tous ces gens-là, est-ce qu'on fait pas partie de, je sais pas, je me suis souvent demandé. Ouais, pour moi, 1% du monde, effectivement, si t'es, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut être au moins millionnaire, mais. On a l'impression. Non, je suis pas millionnaire, mais on a l'impression souvent que c'est les 1%, c'est vraiment machin. Mais par contre, en France, je veux bien imaginer qu'en France, à l'échelle de la France, oui, tu fasses partie des 1% les plus riches, ouais. Et idem pour moi. faut quand même se demander parce que, enfin bon, à réfléchir. Mais en tout cas, c'est pas le sujet, mais c'est plus, faut se poser la question. Donc les 1% les plus riches aujourd'hui, ils captent 19 trillions tous les ans. 19 trillions. 19 trillions, c'est le PIB cumulé de 169 pays. C'est un quart de la richesse mondiale produite partout sur la planète. Les 1% les plus riches. Ces gens-là ne peuvent pas dépenser cet argent. C'est impossible, en fait. On ne peut pas dépenser autant d'argent. Donc cet argent, il est placé sur des comptes. Parce qu'aujourd'hui, tu l'as très bien dit, imaginons le riche qui a vraiment envie, vraiment très envie de polluer. Il achète
3 villas où il laisse le chauffage tourner tout le temps, il fait tous ses déplacements en jet privé, machin. À la fin, il va peut-être faire 1000 tonnes de CO2, tu vois, par an. Mais en fait, par rapport à ce que fait son argent, c'est inexistant. Et donc, c'est pas vraiment les comportements, bien que les comportements soient extrêmement importants, mais c'est surtout l'argent. Et là où on a un vrai sujet et où il y a un vrai truc sur lequel rebondir avec ce que tu dis, c'est que, en fait, si on est très factuel, aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'on consomme 1,7 fois ce que la planète est capable de nous proposer en termes de ressources. Voilà, ça c'est documenté. Alors aux États-Unis, c'est 4 fois, en Europe, c'est 2 fois et demi, et dans des pays, c'est 0,1 fois, ce qui fait qu'on arrive à une moyenne de 1,7 fois. Donc aujourd'hui, cette économie, ce monde-là, il est pas soutenable puisque tant qu'on n'est pas à une fois ce que la planète est capable de nous proposer comme ressources, en fait, il y a un moment où ça foire, quoi. Il y a pas besoin d'être, tout le monde comprend ça. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que l'économie qui est complètement liée à cette réalité, du coup, elle est 1,7 fois trop grosse. C'est pareil, c'est une déduction qui est évidente. Et donc, cette économie 1,7 fois trop grosse, en fait, c'est aujourd'hui tous nos standards économiques. Aujourd'hui, tous les standards économiques dans lesquels on vit, tout ce qui nous paraît être les standards des principes macroéconomiques et même plus petits méso- et microéconomiques, en fait, ils ne sont pas soutenables parce qu'ils s'inscrivent dans une économie qui est 1,7 fois trop grosse. Donc, il faudrait que notre économie retombe à une fois, c'est-à-dire à un truc qui est soutenable pour que, en proportion des ressources qu'elle demande chaque année, on soit sur un truc qui fait sens. Tant qu'on n'est pas là, en fait, l'économie qu'on a, elle sera dévastatrice. Et donc, tous les repères économiques qu'on a, il faut les re-questionner puisqu'ils sont dans un modèle qui est standardisé, intenable. Donc, ça, c'est assez... tu vois, enfin, c'est super simple à calculer. Et là où c'est complètement dingue, c'est que ces milliards de nos fameux 1% les plus riches, ils sont sur des comptes qui ne servent à rien, puisqu'en fait, on ne peut pas les dépenser. Il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards sur des comptes aujourd'hui qu'on ne peut pas dépenser, qu'on ne sait pas comment dépenser. Je me rappelle d'Apple, par exemple, qui a 230 milliards bloqués. Ils peuvent même pas y accéder, en fait. Ils n'ont pas le droit d'en faire quoi que ce soit. Et tous ces milliards-là, si on les ramène en temps humain, et c'est là que je trouve ça intéressant, en temps de travail humain, ça représente plusieurs heures par jour de travail par humain sur la planète. Donc, ça veut dire qu'on travaille toutes et tous plusieurs heures par jour juste pour mettre de l'argent sur des comptes qui ne sert à rien si ce n'est à bousiller la planète. Et il ne sert même pas aux ultra riches, parce que encore une fois, moi je suis pas là pour taper sur les ultra riches. Les mecs ne peuvent pas dépenser l'argent, même s'ils faisaient tout ce qu'ils peuvent pour polluer, ils seraient infiniment beaucoup moins impactful que leur argent. Et donc notre modèle d'économie, de manière globale, est le problème, parce que tout cet argent, il travaille pour être investi dans les énergies fossiles, et il travaille pour être investi pour se multiplier dans des trucs qui ne réfléchissent pas de manière cohérente et avec du bon sens, et qui en ont rien à foutre en fait qu'on en soit à déjà 10 fois ce qu'il faudrait avoir puisé dans cette mine de cuivre qui permet à ton 1 euro de devenir 2 euros. On va continuer parce que ton 1 euro, il va continuer de devenir 2 euros. Et donc, cette mine de cuivre, elle sera encore exploitée plus profondément. Et c'est le même problème pour tout. Et toutes les énergies qui rapportent de l'argent, on les a explosées et on est en train de bien les exploiter encore. Et c'est ça le problème, c'est que c'est cet argent-là, en fait, qui nous met dans la merde. C'est beaucoup plus cet argent-là que les comportements, bien que les comportements doivent changer. Mais c'est aussi pour ça que moi, mon problème, ça a jamais été les riches. Mon problème, c'est le modèle de société dans lequel on vit et dont on est absolument tous victimes, et même les riches plus que les autres en termes de quête de sens, de santé mentale, etc. Donc, on va tous être d'accord sur un truc, c'est que ce modèle-là, il n'est pas pérenne, il n'est pas soutenable, et il faut tous qu'on en change. Maintenant, comment on change? Et c'est ça le vrai gros sujet, c'est que quand tu comprends ce que c'est un système, c'est un enchevêtrement de millions et voire de milliards de décisions politiques, d'individus, de contraintes, de paramètres qui fait que tu peux pas le bouger tout seul, même si tu as tous les milliardaires du monde ensemble. Ouais. Déjà, si j'essaye de me projeter, tu vois, je me dis, OK, donc il y a un problème avec le financement de l'économie mondiale de manière générale. Et en fait, tu dis, OK, moi, quand je vais déposer mon argent sur mon assurance vie, sans choisir, sans regarder, etc., mais bon, de toute façon, sur les banques, dans les banques classiques, même avec le label ISR qui est contesté, je veux dire, on finance quand même l'économie. Donc, d'un côté, j'ai
mon besoin de faire fructifier mon argent, en tout cas de pas en perdre parce qu'il y a l'inflation, etc. Et puis de l'autre côté, on me dit effectivement, mais du fait même de la logique de vouloir faire fructifier son argent, en tout cas via les marchés financiers qui font fonctionner principalement l'économie, et ben de ce fait-là, effectivement, on alimente un certain système. Et puis en plus, tant que ça change un peu la bulle, c'est dégonflé. Mais tu vois, quand l'argent coulait à flot, qu'on pouvait emprunter à flot, que tout le monde avait en fait finalement, enfin au niveau global, il y avait beaucoup trop d'argent et ça vient alimenter des valeurs boursières qui sont gonflées, de l'argent qui est créé et comme tu dis, ben en fait il y a pas assez d'emplois, il y a pas assez d'endroits pour faire aller l'argent et ça finit sur les marchés financiers et ça fait gonfler le truc. Tu te dis, ouais, mais moi, petit actionnaire, je fais quoi? Parce que c'est vrai que moi, je veux juste battre mon inflation, je veux juste un petit truc à 3-4% et enfin, en même temps, j'alimente un système qui, effectivement, est absolument non vertueux quand tu le comprends. C'est pour ça que je te félicitais sur la posture de se déconstruire, parce qu'en fait, c'est ça le sujet. C'est pas... Encore une fois, faut revenir au bon sens, faut prendre du recul. Le fondateur de Patagonia, quand il a dit « je cède l'entièreté de mon capital qui me ramène 100 millions de dividendes par an à une association qui agit pour le climat », plein d'entreprises, plein de journalistes lui ont dit « oh, quel sacrifice !» Et il a dit « mais vous rigolez ou quoi ? Quel soulagement !» Parce qu'en fait, c'est un truc de dingue. Plus tu as des possessions matérielles, plus tu as de l'argent, plus ta charge mentale est élevée parce que il faut sans cesse redoubler de créativité pour savoir comment maintenir ce capital, comment le faire grossir. Et en fait, tu rentres dans une logique infinie qui est horrible et qui te fait beaucoup de mal, in fine. Et ça peut paraître un gros caprice de riche de dire ça, mais en fait, la réalité, c'est que ça t'apporte une charge mentale de dingue et ça ne t'apporte pas tant de soulagement. Et ce que des mecs comme Yvon Chouinard, donc de Patagonia, disent et défendent, c'est qu'en fait, ce qui nous fait du bien, ce qui nous soulage, c'est de se déposséder. Et c'est de sortir de ces modèles d'accumulation. Parce que les modèles d'accumulation dans lesquels on est, ils sont normaux, c'est des modèles de survie archaïques. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est une charge mentale qui est affreuse, en fait, et qui nous pourrit la santé et qui fait qu'on crève beaucoup plus tôt que la moyenne. J'ai beaucoup d'amis qui sont allés dans des bidonvilles, certaines, je pense à une amie qui s'appelle Victoria et qui a écrit un livre sur son retour parce qu'elle a été 1 an dans un bidonville en Inde. Elle dit, mais ces gens sont beaucoup plus heureux que les Occidentaux et elle comprenait pas. Et en fait, elle se rendait aussi compte, a posteriori, que nos possessions et nos objets, encore une fois, de fantasmes et nos codes de la réussite sont des prisons. En fait, c'est pas du tout là qu'on est bien. C'est pas ce qui nous apporte du bonheur. Et ça, c'est un truc qu'il faut déconstruire et qui demande énormément de travail. Et comme je te le disais, la déconstruction, elle est très très large parce que il faut remettre en question le fait que quand tu veux t'acheter une belle voiture de sport, mais c'est en fait parce que tu es manipulé pour être le meilleur agent économique possible au service du PIB. T'es pas du tout manipulé pour kiffer ta vie dans une belle voiture de sport. En fait, tu le fais parce que c'est ce qui te permet d'être l'outil le plus efficace au service d'un modèle de production-consommation. Et quand tu commences à déconstruire ça, je peux te dire que tu déconstruis beaucoup de choses et qu'en fait, tu te rends compte que tu es heureux avec pas tant de trucs. Et ça peut paraître un discours de mec en Sarouel qui fume des joints. Pour autant, moi, j'ai les doubles casquettes et je viens du monde Startup Nation et donc j'ai découvert tout ça. Et en me déconstruisant derrière, bah, je les remets en perspective, mais très, très violemment, parce qu'en fait, je vois que ça ne m'emmenait pas du tout dans une logique de bonheur. Et c'est très difficile de le comprendre et de se mettre face à ça, mais pourtant, je pense que c'est vraiment nécessaire et que c'est ça le sujet de la transition, le numéro 1 des sujets. Alors, je partage pas totalement ton point de vue, tu me voyais faire la grimace, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a autre chose que le caprice d'appartenance derrière l'achat d'une voiture de luxe, etc. Je pense qu'il y a quelque chose de plus profond que ça et que c'est pas que de la manipulation et je trouve ça un petit peu réducteur. Mais ceci dit, quand on voit ce que c'est que d'être pauvre, pour reprendre ton exemple en Inde, quand on voit ce que c'est que d'être pauvre en France, on se dit mais on parle pas du tout de la même pauvreté parce que la pauvreté en France, ben on a quand même un véhicule, peut-être qu'on a quand même un téléphone même si c'est pas un smartphone, peut-être qu'on a quand même internet chez soi, ce qui sont des choses qu'on n'imaginerait même pas qu'un pauvre est en Inde. Et effectivement, il y a ce truc de être pauvre dans un pays riche nécessite quand même, pour avoir l'impression de faire partie quand même de cet ensemble et d'un tout, nécessite quand même que tu aies effectivement certains attributs, que tu fasses un peu partie de cette société de consommation, parce que ce qui est inclusif aujourd'hui, et je suis d'accord que le modèle est à revoir dans son ensemble, mais aujourd'hui, la norme d'inclusion, c'est la consommation.
C'est ça que je dis qu'il faut déconstruire. Voilà, ce qui est problématique, c'est que j'avais fait un super épisode là-dessus avec une sociologue de l'argent qui effectivement disait il y a même une différence entre la personne qui vit des minima sociaux, y compris minima sociaux ou minima professionnels, y compris le SMIC, et la personne qui est un peu au-dessus. Parce que quand tu sais que tu es dans les minima, t'as vraiment ce truc de je veux appartenir, et qui peut créer une surconsommation qui ne va pas exister chez quelqu'un qui gagne 200 ou 300 euros de plus, parce que lui, il a plus l'impression d'être pleinement déjà dans la société sans avoir besoin d'avoir les attributs qui vont avec. Donc ça, effectivement, ça ne fonctionne pas, c'est pas durable, c'est problématique et tout ce que tu veux. Mais la consommation du riche, je pense qu'elle répond encore à autre chose, bien que je pense qu'il y a vraiment des transitions. C'est quand tu fais ton ascension vers la richesse, je pense que tu as un sentiment de vouloir appartenir qui est exacerbé par rapport à quand tu y es déjà. Et c'est marrant, tu l'as vu ce documentaire, le Bill Gates, le mec va jouer au bridge dans un club de vieux avec Warren Buffett. Et après, ils vont manger un burger tout pourri dans un tacos ou je sais pas quoi. T'sais. Les mecs, ils ont pas besoin d'avoir des Rolex, ils ont pas besoin d'avoir des trucs. Ils vont jouer au club de bridge dans le club du 3e âge. C'est génial. Enfin, moi, je trouve ça génial. Les mecs, ils ont plus besoin, en fait. Ils en ont rien à faire. Mais ils en ont jamais eu besoin. Et Warren Buffett qui donne 31 milliards et qui donne 31 milliards à son copain, va éradiquer la polio. Moi, cet argent, j'en ai pas besoin, en réalité, tu vois. En fait, c'est intéressant. Moi, j'ai eu la chance de fréquenter plein de gens très talentueux et donc beaucoup sont devenus très riches, plusieurs milliardaires. Et en fait, au bout du compte, ce qu'ils disent, moi, ce qui m'intéresse, c'est mon indicateur d'utilité. Donc, est-ce que je suis milliardaire de l'utilité ou pas? Parce que c'est ça qui fait qu'ils se sentent bien en société et qu'ils meurent avec le sourire. C'est pas d'être les plus riches du cimetière, on le sait tous. Et c'est vrai qu'il y a des vraies déconstructions. Mais même, tu vois, le mot pauvre, il faut le déconstruire parce que ce qui compte, c'est la dignité, c'est l'accès à la dignité. En Afrique, il y a des endroits où on dit que les gens sont pauvres parce qu'ils vivent avec moins d'$1 par jour. Mais en fait, dans ces mêmes endroits, ils arrivent à se nourrir en autonomie, à se loger en autonomie, à être heureux. Ils travaillent beaucoup moins que nous en termes de temps. C'est ces modèles-là de société dont on devrait s'inspirer et qui devraient nous inspirer. Mais nous, on arrive avec notre référentiel de ils ont moins d'$1 par jour, donc ils sont pauvres. Donc c'est très grave, donc il faut qu'ils soient à $10 par jour. Parce que tant qu'ils sont pas à $10 par jour, ils pourront pas être heureux parce qu'ils seront pauvres et ils seront sous-développés. Et en fait, on se pose pas du tout la question, à l'inverse, de se dire, putain, ces mecs-là ont pas besoin de notre système, en fait. Ils font sans notre système et ils y arrivent, en fait. Et je pense qu'il faut aussi qu'on déconstruise ce genre de sémantique. Et c'est un vrai job de grande échelle. Mais pour moi, le sujet, c'est, en effet, les codes de la réussite doivent migrer vers les codes de qui sont les milliardaires de l'utilité. Qui sert à quelque chose pour ses proches, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on est le plus accepté et le plus utile à la base dans les tribus et au Néandertal, c'est qui est utile à ce groupe d'humains. Et c'est comme ça que ta reconnaissance sociale, tu vas la choper le plus possible. Mais tu vois, après, on ne peut pas non plus tomber dans la caricature du pauvre heureux, quoi. C'est aussi parce que dans ces pays-là, il n'y a pas nécessairement de corrélation entre je suis pauvre et je suis pas heureux. C'est juste que par contre, je suis pauvre, il y a un certain nombre de choses auxquelles j'ai pas accès. Est-ce que pour autant, au quotidien, je suis malheureux? Pas forcément. Mais effectivement, je suis plus exposée au drame, et vraiment au drame, puis avec un S en plus, parce que quand je vis dans un bidonville, parce que effectivement, j'ai pas accès à de l'eau. Moi et mes enfants, on n'a pas accès à de l'eau propre. Les toilettes sont pour 2000 habitants, il y a 3 toilettes. Il n'y a pas d'intimité. Je te parle même pas de la condition de la femme, sa précarité. T'as raison de le dire, c'est super important. Mais c'est pas ce que j'essayais de faire. Mais... Ouais, voilà. En tout cas, c'est. Non, mais tu vois, ça, je pense que c'est important de le dire aussi, c'est qu'on projette pas. Ils ont pas grand chose, ils sont heureux. Je pense que ils ont une appréciation très différente du bonheur parce qu'elle n'est pas calquée sur la consommation. Exactement. Et que de fait, ils se disent pas je suis pas heureux parce que j'ai pas ces choses-là. En revanche, ils ont une exposition au drame qui, de fait, est peut-être un peu plus banalisée aussi et qu'on n'imaginerait pas. Enfin, pour nous, qui serait voilà, si on est exposé à un quart de ce que ces populations vivent, ce serait le drame, évidemment. Mais pour rejoindre le discussion sur les ultra riches, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a vraiment, il y a tellement de réalités à l'intérieur de la richesse, comme on disait tout à l'heure. Moi, pour avoir interviewé
beaucoup pas de milliardaires sur le podcast, beaucoup de multimillionnaires sur ce podcast. Il y a vraiment cet effet, oui, quand on commence à accéder à la richesse, oui, on finit tous par acheter un truc, par flamber, par acheter une voiture, par acheter un bel appart ou un truc et des montres et des vêtements, etc. Bon, moi, j'ai échangé avec beaucoup de gens qui étaient un peu revenus de ça, plus ou moins, hein, chacun le vit à sa manière. Mais je pense qu'à un moment donné, on appartient, comme tu dis, pour d'autres raisons que parce que on consomme et on peut montrer qu'on a les attributs, etc. Et du coup, on n'a plus besoin effectivement de ça parce que on a fait nos preuves d'une certaine manière. Mais je pense que l'appartenance, ça reste quand même un fondamental de l'être humain, d'être connu d'une certaine tribu. Et tu vois, je suis entrepreneur à succès, j'ai envie d'être reconnue comme telle par mes pairs entrepreneurs et par un certain nombre de gens, et c'est pas tellement la finance que je fais, mais parce que ces gens-là, j'ai envie de les côtoyer, j'ai envie d'échanger avec eux, j'ai envie d'aller bruncher avec eux, et que ça nourrit ma vie aussi que de pouvoir échanger des idées avec ces gens-là, et que j'appartiens à ce milieu-là. Finalement, voilà, si pour y appartenir, il faut avoir fait un certain nombre de chiffres d'affaires et avoir un certain patrimoine, ben en fait c'est un peu le byproduct de cette histoire-là, et encore une fois c'est un peu le truc qui se mord la queue, quoi. T'as tout à fait raison, mais c'est aussi parce que l'argent c'est la note sociale aujourd'hui. Si l'argent n'était plus la note sociale, et c'est ainsi qui est ô combien lourd parce qu'il y a beaucoup de choses derrière, mais je pense que ça serait bénéfique pour beaucoup de gens et qu'on réfléchirait différemment beaucoup de choses dans notre société. Mais là, c'est parce qu'on aborde le sujet de l'argent de manière assez macro, hein, qu'on se permet ces digressions. Après, il y a la réalité du monde et il faut pas oublier qu'on ne peut pas appréhender la complexité du monde. Chacun a son point de vue, ses lunettes, tu vois, et en fait, son environnement, sa façon d'être. Faut aussi accepter ça. Et là, moi, je parle de mon point de vue à moi en tant qu'Arthur, où j'ai vraiment travaillé à déconstruire ça et j'ai encore beaucoup de chemin. Mais en tout cas, plus je déconstruis, plus je comprends qu'il y a des choses dont je ne veux plus et qui, en fait, au lieu de m'apporter, m'asservissent. Et surtout, plus je me dis que j'ai envie de profiter de d'autres types de choses. Tu vois, j'ai envie de profiter de mon temps, j'ai envie de profiter de la nature, j'ai envie de me sentir en forme, d'être en santé. J'ai plus envie de courir dans tous les sens et d'être toujours dans l'ultra productivité justement. Pourquoi en fait? Enfin, tu vois, je me pose ces questions pour de vrai à la fin. Et tu as raison, une fois que tu as eu la reconnaissance sociale et que tu sens que tu n'as plus rien à prouver, c'est facile de déconstruire. C'est beaucoup plus dur de le déconstruire quand tu n'as pas eu ça et que tu appartiens à un monde et à une culture où ta reconnaissance sociale, tu as l'impression qu'elle passera forcément par ça. Tu vois, on en parlait là tout à l'heure avec un ami. Et où en plus tu te sens limité dans ton ascension. C'est-à-dire que c'est encore pire si tu dis bah, ça va passer par ça, mais moi je vais jamais pouvoir accéder au niveau du dessus. Ça crée une forme de ressentiment aussi. C'est là où on rentre dans c'est eux le problème, etc. et qu'on pointe du doigt la culture du coupable, parce que bah, j'aimerais tellement être riche, mais je sens que ça va jamais être pour moi, quoi. Tu vois, il y a un peu de cette idée-là, quoi. Oui, t'as raison. Mais en fait, moi, j'avais un ami qui me disait ça. Bon, ça peut être d'autres choses, hein, tu vois, par exemple, là, tout à l'heure, on parlait d'un truc avec un pote et il me disait, j'ai un ami qui vient de rentrer dans un collège vraiment très, très, très défavorisé en tant que prof. Et quand il demande aux élèves, vous voulez faire quoi plus tard, ils disent, je veux être influenceur. Tu vois, enfin, en fait, il y a d'autres trucs d'acceptation sociale qui sont nés et qui peuvent naître. Et en fait, peut-être que on peut essayer de faire changer ça. Et moi, je crois beaucoup à l'utilité comme modèle comme code d'intégration sociale, parce qu'en fait, c'est le premier. Si tu servais à rien dans un groupe à l'époque, donc il y a très longtemps, quand on était des hommes préhistoriques, bah en fait, tu servais à rien, donc tu crevais. Donc je pense que la base des bases, c'est l'utilité. Et aujourd'hui, on a perdu l'utilité parce qu'on a d'autres codes et peut-être que ça va changer. Bah, totalement. Alors, et puis quelle utilité notamment peut-être utilité sociale, mais le capitalisme, alors va te dire oui, on tient compte de ça en fait. Si tu m'es utile, bah je vais te payer plus cher, oui et non, parce que les soignants, parce que les enseignants, parce que on se rend compte qu'effectivement, mince, si on vivait dans un pays où il n'y avait pas de collecte d'ordures, comme quand on voyage, on va dans des pays où il n'y a pas de collecte d'ordures, on voit ce que ça donne. Et aujourd'hui, il y a des gens qui collectent nos ordures et à ce qu'on dit, c'est pas les plus mal payés, mais bon, faut arrêter non plus, c'est pas non plus un métier qu'on aimerait tous faire. Mais il y a ceux qui récurent les chiottes, il y a ceux qui s'occupent de nos aînés, etc. Et on voit bien que l'utilité sociale est peu valorisée dans un système
capitaliste parce qu'elle produit une forme de richesse qui n'est pas une richesse financière. Ouais, tout Et à donc, fait. tu vois, c'est comme tu dis, c'est l'utilité, oui, mais quelle utilité? Comment on peut repenser le monde différemment? C'est vraiment tout le système Et c'est même pas qu'il faut revoir à sa base. c'est même pas le capitalisme en tant que tel, parce que le capitalisme, il a bon dos aussi, mais en fait, en vérité, dans les sociétés communistes, on déglinguait tout. Avant qu'il y ait du communisme ou du capitalisme, on déglinguait tout. C'est notre façon d'habiter le monde, la question. Tu vois, c'est ça. Et en fait, la plupart des sociologues, des anthropologues, ils te disent c'est parce qu'on a peur de mourir. Ça peut paraître lointain, mais en fait, on a tellement peur de mourir qu'on est dans des logiques d'accumulation pour se sécuriser sur le futur. Et ces logiques d'accumulation, elles sont ancrées en nous à un point qu'on ne sait plus fonctionner autrement. Quand tu te retrouves dans un monde qui est capable de matérialiser l'accès au monde par un outil très simple, facile à compter, l'argent, et à accumuler, qui te donne accès à n'importe quel type de service ou de bien, eh ben, t'as peur de mourir, tu peux la compenser, et c'est ça, compenser le grand vide avec des milliards. Le grand vide, c'est qu'on a peur de mourir. Et en fait, au Mais du final, coup, c'est tu vois ça le bien bout qu'on du n'est truc. pas du tout égal. On n'est pas du tout égal parce que visiblement, si cette peur nourrit ce besoin de consommation, ben on voit bien que ça touche beaucoup plus les pays riches que les pays pauvres. C'est-à-dire que voilà, nous on est bercé dans un climat ambiant on cherche tous le confort, l'ultra sécurité, on veut un monde dans lequel effectivement les problèmes n'existent pas et les difficultés non plus. Donc effectivement, on accumule pour profiter et puis on organise notre vie pour qu'elle soit la plus confortable possible et qu'on n'ait jamais de problèmes à affronter. Et je pense que dans d'autres cultures, on n'est pas du tout ça. Vous êtes dingue. Enfin voilà, on vit la vie et on la voit venir et on y fait face. Enfin tu vois, Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que clairement, on devrait s'inspirer d'autres cultures plutôt que de garder notre putain de logique colonialiste qui dit les pauvres, il faut les aider. Certes, ne faisons pas l'amalgame du pauvre heureux comme tu l'as très bien dit. On parle de dignité et d'accès à la dignité, mais en revanche, soyons aussi un peu humbles. Remettons en question nos modèles parce que parfois il y a des modèles qui fonctionnent et qui n'ont pas besoin de nous. Et je te parle pas des mecs dans les bidonvilles parce que dans les bidonvilles c'est au contraire plutôt ceux qui essayent de coller à notre modèle mais qui sont tout en bas de l'échelle dans notre modèle et pour qui là c'est un enfer. Et c'est toujours le cas du problème des pauvres, c'est que les pauvres ils essayent d'acquérir ce que le modèle leur propose aujourd'hui pour être accepté. Et donc, ils seront toujours pauvres, en fait. Ça sera, tu t'auras beau, c'est Jean Covici qui dit ça. Aujourd'hui, un smicard, il a la qualité de vie de Louis XVI à l'époque. Alors, évidemment, le monde a changé, mais c'est juste pour dire que tant qu'on fonctionne avec ces codes-là de la réussite, bah, il y aura toujours moyen de faire plus. Donc, il y aura toujours des mecs qui iront dans l'espace, des mecs qui iront machin. Et à la fin, le mec qui a un jet privé pour lui, s'il peut pas aller dans l'espace, bah, il est pauvre. Et comme tu l'as très bien dit, on est tous le pauvre d'un autre. Donc, ce qui est très important, je pense, c'est de, encore une fois, prendre du recul, sortir des schémas riches, pauvres, on se fait la guéguerre, machin. Ça n'a aucun sens. Enfin, en fait, on est tous des humains. On n'a pas, on peut se parler tous entre humains en enlevant les déguisements de calculettes, comme j'aime bien le dire. Et c'est là qu'on retrouve le bon sens et que peut-être on peut avoir des réflexions différentes. Il y a une anecdote qui illustre bien ça. C'est une tribu d'Amérique du Sud qui était emmenée dans un reportage. Donc certains représentants étaient emmenés dans un reportage en voiture par les journalistes et à un moment ils rentrent dans un tunnel et chez eux les montagnes sont sacrées et du coup ils disent waouh mais pourquoi vous avez fait un trou dans la montagne machin et le journaliste dit bah pour aller plus vite et les mecs disent mais pour aller plus vite où et en fait le mec arrive pas à répondre parce qu'en fait il se dit c'est vrai est-ce que le but c'est vraiment d'aller plus vite à tel point qu'on en troue la montagne pourquoi en fait et je pense qu'il y a beaucoup de cultures comme ça qui ont des réponses que nous, on n'a pas. Parce qu'elles produisent moins de déchets, parce que leurs déchets se dégradent et potentiellement, bah, elles peuvent habiter la planète de manière beaucoup plus pérenne que nous, qui ne sommes pas foutus de gérer nos déchets et qui, en produisant en quantité incroyable, que ce soit du CO2, du plastique, des eaux polluées, etc., c'est souvent ça notre problème, c'est qu'en fait, on fait des déchets qu'on ne sait pas les gérer. Et la schizophrénie, c'est que je pense, et tu me dis si mon analyse est mauvaise, mais on peut pas se passer des gens qui ont de l'argent, surtout dans une phase, comme tu dis, où on va être encore pendant des décennies dans une transition. On peut pas se passer des gens qui ont de l'argent. Vous avez besoin d'argent, que ce soit du monde économique ou des particuliers, pour pouvoir initier ces innovations et
entrepreneuriale, et puis des ONG, et puis voilà tout ce monde qui s'organise pour essayer de faire avancer les choses. En fait, il y a besoin de gens, et il y a besoin de gens qui financent. Donc voilà, on peut pas se passer des riches. Faut arrêter non plus de les pointer du doigt. En tout cas, c'est notre message à tous les deux. Après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais c'est vrai que les pointer du doigt, ça va pas faire avancer les choses. Mais effectivement, si chacun a son niveau, on peut essayer. Moi, j'essaye à mon modeste niveau, comme tu dis. Mais c'est vrai que la question qui m'obsède un peu en ce moment, c'est ok, pourquoi est-ce que quel est le sens pour moi de devenir riche et de faire ce parcours à titre individuel? Parce que je me rends compte que j'ai pas des envies et des besoins de consommation particulièrement importants, probablement plus élevés que ceux que j'ai aujourd'hui, tu vois. Mais comme tu dis, à un moment il y a une limite, je suis pas très intéressée par beaucoup plus. Et pour autant, je suis par contre obsédée par le fait d'avoir un impact auprès du plus grand nombre sur même la mission qui est la mienne, sur le message qui est le mien, que des milliers, des dizaines de milliers et des centaines de milliers et des millions de personnes puissent avoir accès éventuellement à ce que j'ai à dire, par moi ou par d'autres. On est plein à le faire, tu vois. Donc il y a un peu ce truc de je veux qu'il y ait le plus d'impact possible. Si ça m'amène une richesse, quel sera le sens de ça pour moi? Et je pense, et ça se dessine un peu dans notre discussion aussi, que le modèle de richesse de demain sera plus philanthrope. C'est aussi l'enrichissement par l'entrepreneuriat, peut-être moins par le financement de l'économie carbonée, moins par les investissements, voilà, par les placements, etc. Mais effectivement, avec une conscience sur le niveau de consommation, une ultra conscience sur le patrimoine où il va et le système financier qui soutient tout ça, et aussi la philanthropie, enfin en tout cas le redonner qui est partie intégrante de tout ça. En tout cas, c'est le modèle que moi j'ai envie de dessiner peut-être pour l'instant, et qui va vraiment, pour l'instant c'est un peu flou dans ma tête, mais voilà, en tout cas c'est probablement le modèle que je me propose à moi-même, parce que je vois pas comment pourrait exister un monde sans personnes qui deviennent riches, qui sont riches. Et en tout cas, je veux pas m'auto-bâcher et me dire tu seras pas une bonne citoyenne et tu seras pas une bonne personne juste parce que tu as beaucoup d'argent en réalité, tu vois. Bon, j'ai pas la prétention de dire que j'ai des réponses à ces questions qui sont quand même très larges, mais ma vision sur la philanthropie, c'est que c'est très utile et que ça fait sens, mais beaucoup de gens et beaucoup d'amis autour de moi me disent, moi, quand je serai très riche, je participerai à faire le bien, mais d'abord, il faut que je devienne très riche. Et pour devenir très riche, souvent, eh ben, ils font des choses qui ne sont pas forcément soutenables, ou alors ils montent des boîtes dans un modèle qui n'est pas le modèle soutenable. Et du coup, c'est un peu une dichotomie, parce que tu deviens riche sur le modèle qui dégrade l'écosystème, la planète, et qui n'est pas soutenable. Pour devenir riche et pour accumuler la richesse dont tu as besoin, il te faut vraiment mobiliser beaucoup de choses, parce qu'on se rend pas compte, et je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais avant de devenir riche par l'entrepreneuriat, il faut vraiment créer beaucoup de valeur. Alors ça dépend, hein, des fois on crée de la vraie valeur, mais si tu le fais dans le modèle, on va dire actuel, qui est un modèle qui a ses limites en termes de soutenabilité, on va dire que tu deviens riche en utilisant un modèle qui dégrade les écosystèmes, qui dégrade l'environnement, qui appauvrit un certain nombre de services écosystémiques. Et donc, une fois que tu es riche, ce qui se passe, c'est que, donc, et là, pour le coup, je parle d'expérience sur tous les amis que j'ai qui ont suivi cette trajectoire, bah, la plupart disent, ouais, en fait, je suis pas assez riche pour faire le bien encore. Donc, ils continuent à faire le truc, ouais. Et deux, souvent, quand ils sont riches, eh ben, ils vont allouer 1%, 10% pour les fous furieux de leur capital à faire le bien. Et donc, pour faire le bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont investir dans un nouveau modèle de société qui propose quelque chose de plus soutenable, de plus réfléchi. Et donc, moi, j'ai envie de leur dire, et pourquoi toute l'énergie que tu as mis pour devenir riche, tu l'aurais pas mise directement dans le fait de faire émerger un modèle de société, puisqu'en fait, tu es quelqu'un de brillant, tu as des compétences de ouf, tu es un super entrepreneur, tu sais changer le monde. Pourquoi tu passais par toutes ces étapes cheloues, en fait? Et je pense que ça vient d'un certain nombre de schémas sociétaux, de codes dont on n'arrive pas à se défaire et à se dépêtrer, parce que, ben, on l'a dit suffisamment dans ce podcast, mais tu as besoin d'être approuvé par tes pairs, et aujourd'hui, le système qui approuve ses pairs, c'est un système où la note sociale, c'est l'argent, nanana.
Mais en fait, si demain, la note sociale, c'est de brasser un maximum d'utilité, ne t'emmerde pas à faire tout ce schéma, quoi. Commence direct là où tu as un impact pour accompagner un changement de paradigme vers un nouveau modèle et tu créeras une valeur de dingue. Peut-être que cette valeur remontera à toi en plus en partie et que peut-être tu gagneras très bien ta vie parce qu'il n'y a pas de problème avec le fait de gagner sa vie et d'avoir de l'impact. Mais à la racine, tu auras fait un truc qui fait sens. Donc la philanthropie, pour tous les gens qui sont déjà riches et qui ont déjà changé le monde, c'est très bien puisque ces gens-là, de toute façon, c'est le mieux qu'ils puissent faire et c'est chouette. Mais je pense que la logique de dire je vais devenir philanthrope et m'enrichir et ensuite c'est là que j'aurai de l'impact, je la trouve bizarre. Voilà, Ouais. c'est tout ce que je veux dire. D'une, je suis d'accord avec toi et c'est pas exactement ce que j'ai dit parce qu'au fond de moi, je crois pas à quand je deviendrai riche, je serai généreuse, tu vois. D'ailleurs, parmi les gens que j'ai interviewés et puis tout ce que je lis, etc., tu vois, enfin, tu constates que les gens riches sont pas nécessairement plus généreux que les gens pauvres. Donc, ça, j'en discutais, petite anecdote intéressante, mais j'en discutais avec un praticien de santé dont je tairai le nom et la discipline exacte, Okay. mais qui est dans une grande fédération sportive dont je tairai le nom aussi, avec des joueurs qui sont très connus et qui me disaient, eh bien c'est loin, ce sont loin d'être les jeunes athlètes les jeunes tout court, mais ils sont athlètes les plus généreux que j'ai vus, alors que c'est probablement les jeunes les plus riches de ce pays. Donc effectivement, et je pense que c'est pas le premier à l'avoir constaté, loin de là. J'aime aussi ta remarque de tu vois, on n'est jamais assez riche pour se dire je vais pouvoir ordonner. T'es vraiment il faut arriver à vraiment à des niveaux qui sont très très importants, et comme tu dis, c'est 1%, c'est 2%, c'est 5%, au grand maximum c'est 10%. Ok, là où je me dis mince, parce que c'est quand même insoluble, cette question, c'est est-ce qu'il y a un modèle d'entrepreneuriat qui peut avoir une certaine vertu ou qui peut être tu vois, concordant avec cette transition. On est toujours dans une transition, donc il y aura l'entrepreneuriat de toute façon se base sur des modèles qui sont voués à évoluer et soit n'essaye pas du tout de les faire évoluer, soit essaye un peu de les faire évoluer. Tu vois, enfin, ton job et Time for the Planet, c'est aussi d'aider des entrepreneurs qui ont des idées et qui veulent faire évoluer le monde, même si même eux, dans leur pratique, ils utilisent probablement tout plein de trucs de l'ancien monde, tu vois. Donc, j'ai pas envie d'être manichéenne sur cette vision-là. Je sais que même moi, avec un business digital, avec des zooms, avec des machins, j'ai mon impact avec l'utilisation que j'ai sur des réseaux sociaux. J'ai mon impact sur l'environnement. Je parle aussi de finance. Alors, c'est pas mon gros sujet, la finance et les marchés financiers, mais j'en parle. Je parle d'investissement et je parle de trajectoire, effectivement, ne serait-ce que l'immobilier. Le BTP est une des industries qui pollue le plus aussi. Donc, moi, je fais beaucoup d'immobilier, etc. Donc, je peux pas dire qu'il y a aucune de mes activités qui soit totalement vertueuse. Pour autant, j'ai pas envie de croire que, tu vois, à chaque fois quand on entreprend et qu'on crée de la valeur, etc., c'est tellement dur d'accepter, mais tout est dans la déconstruction, c'est tellement dur d'accepter qu'on fait pas forcément du bien à la planète que c'est difficile pour moi de t'entendre dire ça, tu vois. Et il y avait beaucoup de questions dans cette question. Que répondre? Par quoi commencer? Bon, encore une fois, c'est difficile, personne n'a les réponses. Hein. Moi, le premier, je dis toujours, je fais ce qui me permet d'être en cohérence avec mon ADN et ma vision du monde, le niveau de connaissance que j'ai à l'heure actuelle, et j'essaie d'avancer et de cheminer. Mais je suis jamais en position, et j'espère ne jamais l'être parce que ça voudrait dire que je serais devenu un gros con, de dire qui a tort, qui a raison. En fait, j'essaie juste de comprendre le monde et de l'adapter à ce que j'en comprends pour moi. Je pense qu'on a tous un pied dans le vieux monde et un pied dans le nouveau monde, et c'est très bien, et en fait ça ne changera pas, donc on ne peut pas être parfait et personne ne pourra l'être parce qu'encore une fois on est dans un système qui n'a pas fait sa mutation. Donc il faut aussi un peu se détendre sur le fait que on doit s'accommoder des petits pas, même s'il y a urgence, et ça sera une obligation, donc il faut les faire le plus vite possible ces petits pas, mais il faut comprendre que tout ne changera pas d'un coup, et ça c'est un truc qui peut faire beaucoup de mal à plein de gens qui ont envie que ça aille très vite, qui ont envie que tout soit parfait. Tout ne sera pas parfait, en fait. Hein. Tu vois, par exemple, les énergies renouvelables, c'est le meilleur exemple. C'est loin d'être parfait. Mais en fait, c'est le moins pire. Et donc, en fait, aujourd'hui, il faut avancer à chaque fois vers le moins pire parce qu'on est 8 milliards d'êtres humains, parce que, voilà, on a une façon de fonctionner sur Terre qui est difficile justement à rendre soutenable
ne serait-ce que parce qu'on est 8 milliards, mais pour plein d'autres raisons. Bon, tout ce que je voulais dire, c'est je pense que le plus difficile à déconstruire, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement profond parce que on parle de notre peur de mourir. En fait, tout le sujet, il est là. On a peur de mourir, donc on veut accumuler pour se garantir plus de sécurité. C'est de là que vient la mécanique d'accumulation. Et ensuite, quand on est parti dans une mécanique d'accumulation, bah, on sait plus s'en défaire parce que, en fait, ça comble le vide qui est la peur de mourir, de accumuler des trucs pour se dire ça va, je suis en sécurité, l'année prochaine ça va bien se passer, je suis validé par mes pairs, donc je ne suis pas en risque d'être exclu du groupe et donc de mourir. Enfin, toutes ces choses que les anthropologues ont bien documentées. Du coup, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de déconstruire ça, parce que ça fait appel à un truc d'une profondeur abyssale, en fait, la peur de mourir, tu vois. Mais en fait, c'est aussi lié à toute notre façon de fonctionner. Enfin, si aujourd'hui on vit plus longtemps, bah, mine de rien, on a plus d'impact écologique. Si on est plus nombreux parce que moins meurent à cause de maladies, ça a plus d'impact écologique. Donc tout ça est complètement en résonance et c'est pour ça que c'est très difficile et que ça demande d'accepter qu'il y aura forcément des dissonances un peu partout. Donc, ce qu'il faut se dire, je pense, selon moi, c'est comment j'arrive à avoir une intention sincère de faire mieux et comment je la mets en pratique pour pas être en dissonance, pour avancer, pour m'améliorer, pour faire en sorte que la direction que je prends me semble cohérente. Et après, chacun part de là où il en est, avec l'environnement qu'il a. Et c'est comme ça que je pense on avancera le mieux et le plus vite, mine de rien. Voilà, ça c'est vraiment la vision parce que tu vois, en fait, les gens ne font pas les choses. Je sais pas, Forrest Gump, quand il court, c'est pas parce qu'il veut que des millions de gens courent avec lui. Forrest Gump, il court parce qu'il a décidé que ce serait cette version de là qui lui correspond et que c'est cette version de là qu'il a envie d'embrasser profondément. Et c'est comme ça que des millions de mecs se mettent à courir. Et Greta Thunberg, quand elle s'assoit avec son panneau grève pour le climat devant le Parlement, elle a aucune idée du fait que d'autres gens vont faire pareil. En fait, elle a besoin de faire ça pour se sentir intègre et bien. Et des millions de mecs se sont mis à faire ça. En fait, je pense que ce qui nous fait le plus avancer, c'est les gens qui ne cherchent pas à corriger les autres ou surtout qui ne croient pas être le bien. Parce que quand tu crois être le bien, c'est en général là que tu ralentis la transition, que tu rebutes les gens, que tu apportes pas forcément la valeur. Il y a une citation d'un philosophe que j'adore qui dit « Le mal, c'est celui qui croit être le bien et combattre le mal. » C'est pour ça que moi, je viens pas du tout essayer de donner la moindre leçon ici. J'essaie juste de donner mon point de vue sur là où j'en suis dans mon chemin et dans mes avancées, tu vois. Donc, c'est très difficile de répondre à ta question. Ouais, et pourtant, tu vois, je suis d'accord avec toi de ne pas essayer de se croire au-dessus de la mêlée et de ne pas non plus pointer du doigt les uns et les autres et les comportements qui vont pas. Et pourtant, tu vois, tu viens de citer Greta Thunberg. Elle est pas tendre. Alors, on la voit moins, elle est moins médiatisée, mais c'est pour ça que je parle un peu au passé, mais elle est pas tendre. Son discours, son message était beaucoup adressé aux gens, aux politiques, aux gens qui ont du pouvoir dans ce monde, aux gens qui ont de l'argent et du pouvoir, aux politiques et aux grands riches et industriels de ce monde. Pas tant qu'aux populations, mais il y avait quand même ce wake-up, quoi. Parce que ce qui génère un peu d'agressivité, je pense, chez les gens, et faut pas dire que les gens qui sont un peu agressifs comme ça sont des cons et puis ils ont rien compris et puis flower power, etc. Tu vois, mais même si c'est très difficile, moi on m'a déjà dit pourquoi t'as pris l'avion et pas le train, mais super d'aller de te prendre en photo à l'autre bout de la planète sur une plage, tu fais encore partie de ces gens qui vont en vacances à l'autre bout de la planète, etc. Tu vois, alors quand tu te prends ça, même tu te sens vraiment agressé. Mais pour autant, je pense que comme tu viens de le dire, il y a quand même une urgence et c'est vraiment très difficile de se dire et c'est cette urgence qu'on nous rabâche qui dit oh là là mais lui il joue pas le jeu, tu vois. j'essaye, je suis pas parfait mais j'essaye, mais lui il joue vraiment pas le jeu. Ce riche qui prend le jet, oh il joue vraiment pas le jeu. Et puis cette personne qui arrose son jardin à 17h en plein été, elle joue vraiment pas le jeu, tu vois. Et lui, il remplit sa piscine, il joue avec ses enfants, il joue vraiment pas le jeu, tu vois. C'est sa dissonance à lui, c'est son truc à lui, mais en fait, il y en a un que lui, il va voir chez nous et qui va trouver aberrant en se disant la même chose. Et Greta Thunberg, si elle est comme ça, je pense, c'est
comme pour beaucoup d'activistes, parce qu'en fait, elle a espoir et qu'elle croit en la capacité de ces gens de changer. Elle croit en eux, en fait. Si elle croyait pas en eux, elle en aurait rien à branler, hein, Greta Thunberg. Elle serait dans un coin, je sais pas où, et elle ferait sa vie, et elle en aurait rien à foutre d'essayer de faire la meuf énervée. Je pense que ce qui est important, c'est que il faut garder foi en la capacité des gens de comprendre ce problème et de comprendre qu'on a tous intérêt à ce que ça change. Il y en a qui vont pas bouger leur position tout de suite et ça leur fait du bien de se faire rentrer dedans parce que tu as raison, le monde n'est pas manichéen et que chaque individu est différent. En fait, on peut plus faire des généralités, ranger les gens dans des cases, machin. Même les riches, tu vois, les pauvres, les riches, c'est des cases, mais ça veut rien dire. En fait, chaque individu est lui-même. C'est un monde de subjectivité très complexe dans lequel on est. Donc, il y a des recettes qui marchent sur certains, il y a des recettes qui marchent pas sur d'autres. Et ce que j'aime, moi, c'est cette constance bienveillante sur le fait que il faut croire dans le fait que les gens, au fond d'eux, sont des gens bien, qu'ils ont envie d'essayer de faire mieux et d'aller vers un monde sympa. Les gens n'ont pas envie de voir le monde brûler, les gens n'ont pas envie de voir leurs enfants mourir, les gens sont normaux, quoi. Et donc, si les gens arrivent à être touchés de la bonne manière, je crois vraiment que la plupart se remettront en question et réfléchiront. En effet, quand tu as atteint un certain niveau de privilège et que ça t'a demandé des sacrifices de dingue parce que tu as souffert comme un ouf pour atteindre ton niveau de richesse, parce que tu as souffert comme un ouf pour atteindre les privilèges que tu as, c'est d'autant plus difficile de tout déconstruire et de dire, bon, bah, en fait, mon jet, ciao, je vais aller prendre le métro comme tout le monde alors que je me suis cassé le cul pendant 40 ans à monter ma boîte et à être blindé. Bah ouais, je suis désolé les gars, mais vous avez la responsabilité d'être encore meilleur que les autres parce que vous êtes meilleur que les autres. Et c'est ça le seul truc qu'il y a à dire, c'est que vous avez été meilleur, vous l'avez démontré, vous n'avez plus rien à vous prouver. Maintenant, soyez à nouveau meilleur parce que ça sera légendaire si vous y arrivez. Et c'est souvent ce que j'essaie d'expliquer aux gens qui ont du mal à déconstruire ça et qui se disent mais c'est pas possible, moi je peux pas changer mec, il y a trop de choses derrière quoi. Et je me dis bah en fait si tu peux parce que tu es assez fort pour être arrivé là où tu es, donc pour moi tu es plus fort que la plupart des gens qui ont déjà changé. Mais c'est un sujet hein, c'est ma vision à moi. Ouais, tu viens de dire quelque chose qui a hyper résonné à l'intérieur de moi, tu vois, c'est cette idée que peut-être quand tu atteins un certain niveau de privilège comme tu dis, et aussi quand c'est associé à un certain niveau de visibilité, de notoriété, comme si ça te auto-conférait, personne te l'a dit, mais c'est obligatoire, c'est comme ça, un certain devoir d'exemplarité. Et ça, je pense que c'est... ouais, mais en fait, tu vois, rien que de le dire et de m'imaginer que, tu vois, moi, j'ai déjà un peu cette visibilité et j'ai déjà ces privilèges et ça va pas aller en s'arrêtant. Ça c'est quelque chose qui est difficile pour moi d'accepter qu'effectivement une partie de mes choix et de ma vie puisse être jugée, critiquée et donc que je puisse que j'ai cette nécessité de m'imposer, tu vois, cette exemplarité. D'autant qu'une partie de mon travail est personnel, mais je pense que toute personne qui fait du développement personnel travaille un peu là-dessus, c'est ce rapport à être parfait, à être toujours dans le mieux, etc. Donc, comment tu fais cohabiter ce truc de « Ok, non, mais j'ai le droit d'exister, même si je suis pas parfaite et je fais de mon mieux », et en même temps, ce truc qui, comme ça, t'expose à des gens et à la masse, bon, je mets des guillemets au mot masse, dans le sens un maximum de gens. Bon, moi, je suis pas exposée à 1 million de personnes non plus, mais dans l'absolu, mon podcast pourrait tout à fait être écouté par 1 million de personnes. Mais tu vois, tu vois, ça me submerge. J'ai pas de questions derrière, mais il y a ce truc de mince, tu vois, j'ai vraiment déconstruit ce truc parce que je veux pas, je veux pas être courir après la perfection. Et c'est tellement dur pour moi de me dire, il y a des gens qui vont regarder de ton côté et qui vont avoir besoin que ce soit parfait, exemplaire en tout cas, ce qui est à mon avis parfait, exemplaire et pas très loin, tu vois, dans l'appréciation. Waouh, je me dis, faut l'assumer quoi. On n'a pas parlé de la roue de l'inaction, mais je pense que c'est le moment de parler de la roue de l'inaction, qui est peu connue et pourtant qui est une des mécaniques les plus perfide de notre fonctionnement sociétal aujourd'hui. En gros, la roue de l'inaction, elle est assez simple. Elle dit, le citoyen dit, les politiques ne font rien, tant qu'ils bougent pas, on peut rien faire, ces connards s'en foutent. Les politiques, ils disent, attendez, foutez de nous, c'est pas nous qui polluons, hein, c'est les entreprises. Les entreprises, sans leur argent, sans leurs emplois, nous, on est en galère, on fait comment, quoi. Et les entreprises, elles disent, attendez, vous rigolez ou quoi? Nous, on produit les produits que les citoyens nous demandent. Et donc, tout le monde s'en rebalance le truc. Et puis ça roule comme ça, et puis il se passe rien. Et il a été démontré qu'on est capable d'arrêter la roue de l'inaction et de la transformer en roue de l'action. Et c'est assez fascinant. Et il y a un truc qui transforme la roue de l'inaction en roue de l'action, c'est quand les citoyens, parce que en fait les entreprises et les politiques c'est des citoyens, c'est des humains, quand les citoyens
disent ok, bon, peu importe ce que font ou ne font pas les politiques, les entreprises, les Chinois, les riches, les pauvres, je m'en fous. Moi, je vais faire un truc parce que c'est cette version-là de moi que je veux être. C'est parce que je veux être en adéquation avec ce qui foncièrement fait sens pour moi que je vais me mettre en action, et pas parce que j'ai des chances qu'on réussisse, ou parce que je suis dans le camp des gagnants, ou parce que la cause... En fait, on se lève et on fait un truc parce qu'on estime qu'une cause est juste, pas parce qu'on a des chances de gagner. Et quand les gens se mettent en tant que citoyens à agir indépendamment de ce qui se passe autour d'eux, indépendamment de la critique, indépendamment de quoi que ce soit, eh ben la roue de l'inaction se casse. Et moi, j'ai aussi du respect pour les gens qui disent, moi, je n'agis pas pour le climat parce que je suis à l'aise dans mes baskets avec cette vision du monde. C'est dangereux pour tout le reste de l'humanité. Et s'ils en ont conscience et qu'ils l'ont compris et qu'ils choisissent d'être cette version-là d'eux-mêmes, moi, j'ai rien à leur dire. J'ai pas à leur dire, mec, tu dois changer. Ils ont le droit de faire ce choix-là. Mais si quelqu'un qui a vraiment sincèrement fait la démarche de comprendre les sujets climatiques et de s'impliquer a envie que les choses évoluent, faut qu'il évolue lui, en fait. Et c'est un peu la phrase de Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. En fait, ça marche, ça, parce que la roue de l'inaction change. Parce qu'au bout d'un certain nombre d'individus, les politiques disent putain, faut qu'on se fasse élire, et les mecs sont en train de changer, et ils changent sans nous, et en fait, ils commencent à plus compter sur nous, et ça fait très peur. Les entreprises se disent putain, notre marque employeur, elle va s'effondrer parce que les gens, ils veulent du sens, et en fait, on n'arrive plus à recruter de collaborateurs, et c'est la merde. Il va falloir qu'on fasse un truc qui leur donne l'impression que on a envie qu'ils soient utiles et qu'ils fassent un vrai truc au sein de notre entreprise pour faire changer les choses dans le bon sens. Enfin voilà, et en fait, ça fait tout changer. Donc c'est hyper important, je pense, d'être capable de se mettre dans cette logique-là. Et ça demande un petit effort parce qu'il faut arrêter de penser à ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, ce que font les autres, ce que font pas les autres. Il faut se concentrer sur soi et finalement, c'est ce qui fonctionne bien. On va doucement arriver sur la fin et il y a quelque chose qui me... il y a une question que j'ai envie de te poser. Ça se trouve, j'aurais dû te la poser dès le début, mais tu vois, tu disais tout à l'heure que tu avais une ancienne vie start-upper. C'est un peu un bien grand mot, mais effectivement, donc tu avais monté. Totalement. Tu te considères plus comme start-upper, ça veut dire? Je crois que cette culture du délire start-upper, licorne, c'est bon là, c'est hémétique pour moi en fait. C'est plus du tout ce que je veux. En fait, encore une fois, je progresse et je déconstruis des trucs et peut-être j'y reviendrai, j'en sais rien. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, dans mon stade d'avancée et ma vision du monde, oh là là, ça m'épuise en fait. C'est la culture un peu teenage garage et ultra performance aussi qui est un peu... Non, et puis c'est plein de trucs débiles, tu vois. C'est un peu à l'américaine en mode faut lever énormément de thunes alors que t'as une boîte qui est pas encore rentable. Rien que ça, je trouve ça mais débile quoi. C'est le dernier truc que tu ferais. Enfin, ça te permet de prendre de l'avance, d'être leader du marché, machin. Mais en fait, on parle que de ça. On parle pas d'apporter de la valeur. On parle de la valorisation de ta boîte. On parle pas de l'utilité du truc. On parle de est-ce que t'es le premier, est-ce que tu défonces les autres. Ton objectif, c'est pas de changer le monde, de faire quelque chose pour qu'on aille dans une bonne direction. C'est d'être une licorne. En fait, tout ça, tu vois, je crois que j'en ai plus rien à foutre en fait. Enfin, et je trouve ça ridicule, très honnêtement. La boîte que t'as créée, t'es dans quel domaine? Les médias, en fait, j'ai créé 3 boîtes, enfin 2 boîtes et une dont j'ai géré l'Europe. Et donc les 2 premières que j'ai vendues, c'était du média et de l'appli smartphone, donc purement. Mais moi, je viens purement de cette philosophie-là, hein, où je faisais des modèles à l'américaine, fallait avoir des millions d'utilisateurs et après on monétisait, Inch'Allah. Enfin, vraiment, c'était que des trucs comme ça, quoi. On levait des fonds, machin. Je viens à 1000% de ça, donc c'est pour ça. Encore une fois, je me permets pas de jeter la pierre à quiconque. Juste moi, Arthur, aujourd'hui, j'en ai vraiment marre. J'ai envie de me lever pour être utile et j'ai envie de brasser de l'utilité, tu vois. J'en ai marre de brasser autre chose. Si c'est brasser autre chose juste pour brasser autre chose, ça me stimule plus. Et je vais appeler ça une crise de sens, mais cette crise de sens, elle a paru quand? Parce que tu vois, entre-temps, tu as revendu, tu disais que tu avais revendu, ça t'avait permis de toucher plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est quoi la bascule, la prise de conscience, ça s'est fait à quel moment, comment? En me questionnant sur le fait que je voulais profondément être heureux. En fait, à partir du moment où je me suis vraiment demandé je veux être heureux, je veux vivre une vie la plus heureuse possible, j'ai commencé à déconstruire beaucoup. Parce qu'en fait, la plupart des schémas derrière lesquels je courais, ils me rendaient pas vraiment heureux. J'étais certes un peu famous, un peu machin, un peu truc, tu vois, dans mon écosystème, mais en fait, j'étais pas heureux. Et donc, c'était un vrai problème d'affronter ça et de casser le déni de suis-je heureux? C'est une question qu'il faut être capable de se poser, hein. Et à partir du moment où j'ai commencé à réfléchir à ça,
c'est marrant, mais c'est ça qui m'a amené à être plus écolo. Parce qu'en fait, moi, pour être heureux, déjà, j'avais pas besoin de beaucoup de trucs. Il faut surtout pas que je sois dans l'ostentatoire parce que ça me rend névrosé et ça finit par me détruire beaucoup de choses. J'ai besoin d'être proche de la nature. J'ai besoin de m'intéresser sincèrement. Pour moi, c'est la clé du bonheur chez moi, Arthur. C'est m'intéresser sincèrement aux gens, aux choses. Je te parle du bruit du vent dans les feuilles, hein. Enfin, tu vois, je te parle de trucs, mais en Avoir fait, le à temps. partir du moment, exactement. Moi, j'adore une réponse. Je sais plus qui avait fait cette réponse à qui, mais un mec lui avait dit, mais vous avez pas de jolie montre, ça, c'est pas possible, ça, monsieur. Et le mec avait répondu, j'ai pas de jolie montre, mais j'ai le temps. Je l'avais trouvé surpuissante. Et si tu veux, moi, je me suis un peu plus rendu compte que pour être heureux, il fallait que je m'intéresse au monde autour de moi et que je sorte de l'ultra frénésie. Et j'en suis pas encore sorti totalement parce que quand tu restes dans cet écosystème où tu essaies de faire des choses, c'est pas évident. Mais en tout cas, c'est dans la quête du bonheur que je suis devenu, on peut appeler ça écolo, mais enfin bon, même ce mot, je j'arrive plus trop à l'aimer parce qu'il est tellement, il a tellement été dévoyé. Dévoyé. Ouais. Est-ce que, est-ce que le fait justement d'avoir atteint un Graal d'entrepreneur, alors t'as pas vendu une licorne, mais en tout cas, t'as ni construit ni vendu une licorne, mais quand même, tu vois, t'as construit un truc avec des beaux chiffres derrière et surtout, tu l'as revendu une somme qui est tout à fait décente et dont rêveraient pas mal d'entrepreneurs. Est-ce que tu vois, genre, ah ouais, donc ça, je l'ai coché, je l'ai fait. Et c'est là où vient la question, c'est marrant, j'ai pas l'impression d'être plus heureux ou différent Ouais. d'avant. Tu vois, il y a un peu ce truc de, moi, je l'ai vécu aussi. Vraiment, sincèrement, j'ai, j'ai pensé que je serais plus heureuse en ayant plus d'argent. Et oui, je découvre que c'est pas le cas en fait. Parce que la plupart des choses qui me rendent heureuse, qui me font plaisir aujourd'hui, sont vraiment des plaisirs tellement simples qui m'étaient déjà accessibles avant. Ouais. Et que je suis pas contre améliorer mon confort de vie. Il y a plein de choses que j'aimerais vivre et d'expériences de la vie que j'aimerais faire. Mais en réalité, ça me rendra pas plus heureuse. Ouais, et en plus, bon, dans la construction sociale qu'on a, on passe pour des connards de riches, entre guillemets, qui disent, ouais, en fait, une fois que tu as un peu d'argent, bon, tu t'en fous, quoi. Mais en fait, Attention, ça dépend d'où tu pars et ça dépend où tu oui, arrives non plus. mais dans la Tu construction vois. sociale, un discours comme celui qu'on vient d'avoir, tu vois, il est bizarre. Parce que dans la construction sociale, nanana, c'est tellement imprégné que voilà. Mais je suis tout à fait d'accord. En fait, moi, j'ai quand même eu un déclic qui m'a aidé, c'est que ben, en gros, je me suis retrouvé avec, je sais pas, 10-15 ans de si je veux, je travaille pas. Tu sais, ça fait quelque chose quand même. Tu te dis, wow, si je veux, je fais rien là pendant 10-15 ans. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, de quoi j'ai vraiment besoin, puisque maintenant je m'en fous, je peux dire, je m'arrête, je fais je sais pas quoi. Et j'avais besoin de sens, en fait. J'avais besoin d'être utile, j'avais besoin de m'intéresser, encore une fois, et j'avais besoin d'être heureux. Et après, j'étais en charge de l'Europe là pour Thriller, donc un réseau social américain qui avait une très grosse traction au début. Enfin, on a vraiment été bourrin au début. J'étais dans les 3 premiers et puis en 2 ans, on était 400 et il y avait 300 millions d'euros de levée. Et donc, j'avais plusieurs millions d'euros de stocks d'actions, quoi. Et en fait, j'ai vraiment réalisé à quel point j'en avais rien à foutre parce que en fait, le jour où je suis parti, c'est quand ils m'ont proposé d'être head of growth monde du truc et d'avoir encore plus de stocks et de machin. Et que je me suis dit, en fait, je m'en fous complètement, j'en peux plus, moi. Je veux faire un truc utile. Et donc, je suis parti ce jour-là, et je me rappelle être dans la rue, j'avais plus rien, parce que du coup, j'avais tout kické à l'arrache, totalement, mais totalement à l'arrache. Et je me suis dit, putain, là, t'es Arthur à 100%. Et ça a été un vrai bonheur, parce que c'était le premier pas en direction de Arthur plus heureux. Et il y a encore de la route. Mais en tout cas, je vois que ça m'a vachement aidé. Et tu vois, c'est fou, parce que vraiment, mon déclic, c'était dans la quête de je veux être quelqu'un d'heureux. Mais j'ai encore tellement de trucs à corriger. Enfin, tu vois, j'ai fait un surmenage il y a quelques mois parce que j'ai trop taffé dans un truc qui fait sens. Mais en fait, le sens peut aussi taper parce que Ouais. c'est tellement cool de faire un truc utile que tu regardes plus les heures et que tu te démolis la gueule, en fait. Et du coup, ben, j'ai plus 20 ans, mine de rien. Tu vois, j'en ai plutôt 30 que 20. Et du coup, mon corps, il tient moins et mon esprit aussi. Et voilà. Donc, bah, c'est juste que, encore une fois, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de clé, il n'y a rien qui est parfait et il n'y a pas un mec qui va vous dire voilà la solution, ça sera un menteur. Mais par contre, je pense que en effet,
s'enrichir comme un bourrin n'apporte rien. D'ailleurs, il y a des études qui montrent qu'au-dessus de 6 000 € par mois, ça ne fait plus rien. C'est pas, tu t'acceptes plus C'est même rien. moins que ça. C'est l'équivalent de, je crois que c'est 4 ou 5 000 ou quelque chose comme ça. Mais Ouais. je sais pas s'il y a un niveau, parce qu'en plus, comme c'est une étude, il y a un échantillon hyper important dans ce panel de salariés. Ce qui est même pas notre cas, si tu veux. Donc, je pense que c'est encore un petit peu différent. Ouais. Tiens, question de curiosité, tu les as encore tes stock options ou? Oh non, j'ai plus rien. Il fallait que je reste vesté pendant des années. Donc, quand je me suis barré, je savais que je perdais tout. Okay. Ouais. Bon, et ben, en fait, c'est marrant parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de conclusion à cette discussion. On le savait, toi et moi, on voulait vraiment avoir une discussion tous les deux, s'ouvrir les horizons à toi et à moi, confronter nos points de vue qui sont à la fois pas alignés, à la fois pas très divergents non plus. Mais ouais, finalement. c'est parce qu'on n'est pas au même stade de notre déconstruction. Je pense, tu vois, c'est évidemment, c'est intéressant. Moi, j'avais besoin aussi, tu vois, d'avoir c'est un peu dans cette optique-là que je t'ai contacté. J'ai besoin d'avoir cette conversation, j'ai besoin de me questionner là-dessus. Ça va me faire réfléchir, ça va me faire avancer, ça me fait du bien, et je serais vraiment très heureuse que vous, les auditeurs, vous puissiez aussi me dire ce que ça a provoqué chez vous, cette discussion et cet épisode. Et encore bravo, parce que t'as été, c'est courageux, hein, j'insiste, non mais c'est courageux de te confronter comme ça, de dire allez, je vais m'ouvrir, je vais faire ce genre de discussion. Enfin, c'est beau d'être capable de faire ça, et je souhaite aux auditrices et auditeurs de se mettre dans ces mêmes démarches, parce que c'est des démarches courageuses, mais elles font du bien à la fin, et je pense qu'on y gagne tous. Merci Arthur. Bah, merci à toi, à bientôt. Donc si les gens veulent te retrouver, Time for the Planet, c'est join-time.com. Ok, j'allais dire FR. Ok, bref, vous tapez Time for the Planet sur Google et vous retrouvez le site. Il y a un endroit où tu es actif sur les réseaux sociaux ou... LinkedIn, ouais, moi je suis beaucoup actif sur LinkedIn, un tout petit peu Instagram, mais beaucoup LinkedIn. Donc, si vous voulez suivre aussi Instagram, alors ça va te faire rire, mais sur Instagram, on dirait plus un Instagram de mannequin qu'un Instagram d'activistes, etc. Je t'ai pas vu beaucoup parler de la planète, mais c'est plutôt ta vie. Enfin, tu vois, c'est pas. En fait, je poste plus depuis très longtemps sur Instagram. Ouais. Du coup, ça date un peu justement de cette ancienne vie où, comme plein de gens, je voyageais, j'étais start-upper, et du coup il est plus tourné comme ça, mon Instagram, et j'ai pas fait beaucoup de posts, j'ai dû faire 2 posts en 3-4 ans. Ouais. Mais je fais des stories quand je suis dans la nature maintenant. C'est déjà ça. Suivez-le sur LinkedIn alors, et puis contribuez à Time for the Planet. Et moi, c'est mon objectif aussi. Je l'ai mis dans ma to-do list. Voilà. Trop cool. Bah écoute, ravi de t'avoir comme associé prochainement alors. Merci Arthur, et ciao à tous les auditeurs. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye. Salut Delphine, à plus. Merci d'être arrivé jusqu'au bout de cet épisode. Vous êtes mes warriors. Merci, merci, merci. Récemment, j'ai vu que presque la moitié d'entre vous écoutaient les épisodes jusqu'au bout. Ça m'a impressionnée. J'étais vraiment impressionnée. Et comment... Et la question que j'ai envie de vous poser, évidemment, à la fin de cet épisode en particulier, c'est comment vous sentez-vous après l'écoute? Est-ce que vous êtes agacé? Est-ce que vous êtes frustré? Est-ce que vous êtes un peu décontenancé? Peut-être perturbé? Peut-être ému? Peut-être triste? Peut-être heureux? Enthousiaste? Peut-être avec beaucoup d'espoir? Je vais vous dire, au moment où je vous parle, je sens encore tout le poids de mes résistances intérieures. Je vais donc continuer à faire mon propre bonhomme de chemin sur le sujet, sans recherche de perfection ni d'exemplarité, mais juste en essayant sincèrement de continuer à amener ma plus grande contribution au monde, et notamment sur les sujets d'argent. Je vous redis à quel point je vous aime, vous qui m'écoutez, qui me permettez d'avoir justement ces conversations passionnantes avec des hommes et des femmes passionnants comme Arthur, que j'ai tant plaisir à vous retranscrire toutes les semaines. Infinie gratitude pour vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.